Bon, bah déjà, je vous remercie tous d'être ici présents pour cette petite conversation au coin du feu de cheminée que vous ne voyez pas là-bas. Alors, bah, comme vous le savez tous, donc, et comme l'image en témoigne, on va causer de ce petit bonhomme rondouillard à salopette qui s'appelle Mario. Alors, bon, eh ben, en fait, pourquoi Mario? Parce que Mario, c'est ce que j'appellerais, on va dire, un personnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Et là, je vais vous mettre un peu à contribution. Alors, le personnage, en fait, pour moi, c'est l'homme ou la création, car aussi des personnages fictifs, et heureusement dans ce qui nous intéresse, qui finalement, en fait, sont connus de tous, même de ceux qui ne sont pas spécialement attachés au domaine dans lequel le personnage ou la création en question, en fait, sévit. Par exemple, si je vous parle de musique classique, même si vous n'êtes pas tous spécialement mélomanes, forcément, il y aura quelques noms qui vous viendront à l'esprit. Je pense que Mozart et Beethoven, bon, voilà, ça vous vient à l'esprit. Si je parle de cinéma muet, il y a de fortes chances qu'on pense à Charlie Chaplin, voire à Max Linder pour les plus érudits d'entre nous. Mais en fait, quand on parle de jeux vidéo, si je vous parle d'un personnage de jeu vidéo, même que ça que vous l'ayez connu à l'époque ou pas, et en fait, il y a de fortes chances quand même que s'il y a un personnage de jeu vidéo qui vous vient à l'esprit, bon bah peut-être et même sûrement ce sera celui-ci. Et ça, que vous aimiez le jeu vidéo ou le jeu de plateforme ou pas, bon, je pense que si vous êtes venu ici, c'est quand même que vous avez peut-être un petit intérêt dans ce secteur d'activité très porteur et très appréciable. Et donc Mario. Donc Mario, un personnage qui vraiment aujourd'hui jouit d'une réputation universelle et qui pour certains aspects, en fait, est pour moi aussi à égalité avec certains personnages comme Mickey, Donald, enfin bref, tous ces personnages qui vraiment font partie je dirais pas du patrimoine imaginaire de l'humanité. Donc Mario, Mister DJ Image. Alors, bon, je pense que ça aussi, c'est une chose que tout le monde connaît comme écran. Cependant, là, nous sommes en 1981, donc à une époque où la plupart d'entre nous étaient peut-être déjà très jeunes, voire n'étaient pas encore nés, qui sait. Alors, ce jeu-là, bon, je pense que tout le monde en connaît le titre. Et justement, parlons du titre. En fait, ce jeu, c'est donc le fameux Donkey Kong de 1981, qui a été un des premiers jeux de plateforme. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le premier. Il y a eu 2-3 essais dans les années, au tout début des années 80 de l'éditeur Universal comme Space Apple ou Space Mappy qui ont été des jeux de plateforme, certes beaucoup moins développés, mais c'était eux les premiers. En fait, le jeu s'appelle Donkey Kong. Alors Donkey Kong, ben, il ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Donkey Kong, car le héros, pour ainsi dire, et c'est amusant, ce héros, c'était carrément le grand vilain. Donkey Kong, bon, qui est évidemment une parodie d'un autre célèbre singe dont je ne dirai pas le nom car tout le monde le sait. Mais bon, rien que le fait de savoir que Donkey veut dire bourricot, ben, ça a été bien l'esprit. Mais en fait, ce Donkey Kong, le but, c'était voilà, Donkey Kong qui enlève la princesse Pauline, car elle s'appelait Pauline, ils avaient été jusqu'à lui donner un nom. Et un vaillant petit personnage, en fait, devait escalader ces échafaudages plus ou moins tordus, ou au contraire glaner des objectifs, pour en fait arriver à la hauteur de la princesse, et le scénario était toujours le même. En fait, après, quand tu voyais ça, le singe embarquait la princesse plus haut, et il vous fallait poursuivre les échafaudages. Alors, ce personnage-là, en fait, bah, contrairement au premier jeu de plateforme auquel je faisais allusion tout à l'heure, en fait, ce personnage-là avait une commande de saut. Il pouvait sauter. Dans les premiers jeux de plateforme, en fait, le personnage ne pouvait pas sauter. En fait, c'était plus des jeux de labyrinthe en vue latérale, mais il y avait quand même quelques aspects déjà de dénivellation dans les tableaux, ce qui a donné les premiers jeux de plateforme. Mais aussi amusant que ça puisse paraître, on ne pouvait pas sauter dans les premiers jeux de plateforme. Là, ce personnage-là, en fait, disposait d'une commande de saut et d'une commande de saut qu'on pouvait doser. Certes, ça reste encore très rigide comme les contrôles de l'époque, mais la commande de saut donc verticale, mais la commande de saut vers l'avant. Et certaines versions ont même opté pour une commande de saut vers l'arrière, même si c'était les versions US, contrairement aux versions japonaises qui, elles, restaient très austères, c'est-à-dire saut vertical et saut en avant. Et quand ce personnage, en fait, ne pouvait que sauter, en fait, eh ben, on lui a également donné un nom. Et comme il ne faisait que sauter, que c'était la principale action, en anglais, comment se dit sauter? Je pense qu'il y a des anglais. Voilà, jump. Et l'homme qui saute, eh ben, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, ils n'auraient trouvé mieux à faire que d'appeler ce petit bonhomme Jumpman. Alors Jumpman qui a été conçu, on va dire, déjà le personnage est très petit de base, car en fait, bon, n'oubliez pas, nous sommes en 81, on voit quand même que le niveau de détail était quand même relativement poussé. Regardez bon, les reflets sur les tonneaux, regardez l'auguste poitrine du singe et surtout de ses mimiques faciales qui en fait dépendaient de la progression du personnage à l'écran.
En fait, ce personnage-là, en fait, c'est juste une toute petite bouillie de pixels qui n'était même pas du tout amenée à faire date. La preuve, l'attraction, c'était Donkey Kong, d'où le titre du jeu. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une petite anecdote assez connue qui dit que, bon, ben, en fait, si Mario, enfin, ce qui est devenu Mario après, mais ce qui était encore Jumpman à l'époque, avait une moustache, eh ben, c'est juste parce qu'en fait, le personnage est tellement petit qu'ils n'ont pas trouvé de quota de lui faire une bouche. Même un pixel, ça aurait fait trop pour lui faire une bouche. Donc, en fait, ils ont dit, bon, ben, on va lui bouffer la moitié du visage, et ils lui ont mis une moustache. Rien à voir avec une catastrophe musicale assez récente, je vous rassure. Donc, notre personnage, en fait, devait donc sauter, grimper aux échelles pour arriver à sauver la princesse. Et en fait, cette commande même de saut est en elle-même une révolution en soi. Certes, on avait toujours un jeu dans lequel les niveaux étaient sur écran fixe, donc c'était un jeu très statique. Mais contrairement aux jeux qui se faisaient à l'époque, si l'aire de jeu était statique, le personnage, lui, en fait, pouvait monter, descendre, avancer, reculer. Bref, le personnage, au sein de cet écran statique-là, jouissait d'une totale liberté de mouvement. Et c'est ce qui a finalement, on peut dire carrément, défini les codes premiers du jeu de plateforme tels qu'on les connaît encore aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie du jeu. DJ, please. Donc voilà, comme je vous le disais, là, on a fait un petit zoom sur ce qu'était le tout premier Mario. Donc vous voyez, on voit bien clairement que bon, plus pixelisé que ça, on crève, quoi. Mais en fait, on voit quand même déjà qu'il y a eu un souci d'une taille. Regardez notamment la salopette de Mario, on voit le petit bouton. Après tout, si on y pense bien, rien n'obligeait l'inventeur, Monsieur Miyamoto, pour ne pas le citer, à détailler le personnage au point de lui faire apparaître un bouton de sa salopette. Donc le Mario tel qu'il est apparu, mais je dirais plutôt en fait le Jumpman tel qu'il est apparu, car Mario en fait est venu bien après. Mais bon, donc on voit vraiment bien la structure pixelisée du personnage. Mais de cette structure pixelisée du personnage, en fait, a découlé toute une descendance et toute une postérité de jeu, et qui aujourd'hui encore est assez difficile à quantifier. Bon, j'ai mon DJ qui est parti tailler la bavette, donc il a un remplaçant. Merci, je vous prie, suivant. Donc voilà, le sprite de Mario. Donc vous voyez quand même qu'on est passé limite d'une bouillie de pixels, mais déjà détaillé en 1981, là, à un personnage en HD avec une salopette en jeans. Scandale, mais bon, salopette en jeans quand même. Donc on voit bien que le personnage, quand même, certes, a gardé sa bedaine, a gardé sa morphologie, mais globalement, il a toujours sa moustache, toujours sa casquette, et voilà, c'est quand même resté le même. Donc, pour attester de l'évolution graphique du jeu, du personnage, voilà ce que ça donne. Mais bon, vous êtes sûr qu'on n'est quand même pas passé de ce petit personnage insignifiant de Donkey Kong, qui en plus était tellement insignifiant qu'il ne donnait même pas de nom, il ne donnait même pas son nom au jeu, à l'icône que l'on connaît aujourd'hui. On n'y est pas passé de ça à ça en un an ou deux. Il y a eu toute une évolution entre les deux. Et si cette évolution est aussi marquante, c'est que vraiment, en fait, chaque épisode donc, des jeux de la saga Mario a finalement réussi à faire, non pas apporter de nouveaux éléments, mais à carrément faire progresser le genre qu'il a carrément initié, voire créé à lui tout seul. Chaque épisode de Mario, en fait, était une véritable révolution. D'ailleurs, les plus anciens parmi nous se souviennent peut-être que lorsqu'un Mario était annoncé, en fait, je me souviens que pour Mario 2 et Mario 3, Libération, on avait fait des articles. Et que lorsque les nouveaux Mario sortaient, il y a même certains anciens vendeurs de jeux vidéo qui vendaient ça grimés en Mario eux-mêmes. Hein, bon entendeur, n'est-ce pas? Et donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que de ce petit tas de pixels de 1981, on en est arrivé aujourd'hui à cette icône du jeu vidéo, qui est aussi connue en jeu vidéo que Léonard de Vinci en peinture, que Michel-Ange, Raphaël et Donatello pour les amateurs de peinture et les Tortues Ninja. Eh bien, on va s'intéresser à ça. DJ, please. Tu peux passer Donkey Kong, on a vu la suite. Et en fait, voici le premier véritable jeu de Mario Bros. Voilà, bon, certes, il y a un petit peu de soleil, mais bon, vous n'avez pas grand-chose à lire, hormis Mario Bros. Nous sommes passés de 1981 à 1983. Alors, Mario Bros, là, bon, Donkey Kong a certes continué depuis, mais on va dire que Donkey Kong, c'était Donkey Kong. Mario, en fait, est pratiquement devenu un spin-off de cette série, mais vu la popularité du personnage qui, en fait, est apparu dès 1981, ces petits malins de chez Nintendo, donc toujours à l'affût de notre satisfaction et des yens des joueurs japonais et des francs, dollars, enfin bref, du contenu de nos porte-monnaies, ont décidé de poursuivre et de faire un test pour, en fait, vérifier la popularité de leur création. Et on lui a créé un véritable jeu qui s'appelait Mario Bros. Alors Mario Bros, next please. Mario Bros, comme vous le voyez, en fait, est déjà le premier jeu où Mario s'est appelé Mario. Beaucoup se demanderont peut-être comment est-ce qu'on est passé de Jumpman à Mario.
Alors je ne doute pas qu'il y ait une raison claire, hein, ça c'est évident. Mais en fait, il y a eu tellement de spéculations, genre le gars qui livrait les pizzas s'appelait Mario chez Nintendo, ou un des meilleurs amis de Miyamoto qui s'appelait Mario, qui avait un chien qui l'appelait Mario. Enfin, bref, en fait, il y a eu tellement de spéculations à ce niveau-là qu'en fait, même maintenant, ben, pourquoi Mario? Ben, je crois que, hormis d'avoir été dans les locaux de Nintendo le jour où la décision a été prise, je crois que personne ne peut réellement dire vraiment pourquoi. Maintenant, il y a des historiens du jeu vidéo qui pourront peut-être le dire, mais d'un historien à l'autre du jeu vidéo, on n'a pas toujours les mêmes réponses. Donc, bon, ben, voilà, Mario, parce que Mario, c'est Mario, tout simplement, et ça nous va très bien comme ça. En fait, ils y ont créé un alter ego qui s'appelait Luigi, qui est donc devenu son frère, en fait, qui était censé être son frère. Et c'est à partir de ce moment-là que Mario et Luigi, en fait, on les a inventés comme quoi ils avaient un commerce ensemble, ils étaient associés et qu'ils étaient plombiers. Alors, quel intérêt, vous allez me dire? Bon, bah, déjà, vous voyez la place des tuyaux dans les Mario que va arriver. Bon, bah, les tuyaux, un plombier, à mon avis, ça doit être connaître un petit peu. Mais surtout qu'au début, vu que Mario se battait sur des échafaudages, ils avaient créé un jump band qui était charpentier et ébéniste. Donc, en fait, qui faisait des meubles, mais qui ne faisait pas de plomberie. Enfin bon, bref, preuve que le plombier polonais, il n'a pas attendu pour venir nous envahir, mais il y a des fois, c'est agréable. Alors, Mario et Luigi, on peut passer. Alors, ce jeu-là, en fait, est tout à fait différent. À nouveau, c'était un jeu sur écran fixe. Alors, un jeu sur écran fixe, mais qui était clairement, en fait, axé plus assez convivial que Donkey Kong. Déjà, le maniement était beaucoup moins rigide. Forcément, les concepteurs ont fait en sorte que les personnages réagissent un petit peu mieux. Et ce que vous voyez là, en fait, bon, bah, c'est clairement un jeu de plateforme, mais il y avait déjà quelques subtilités très sympathiques pour l'époque. Notamment, par exemple, les bords des écrans étaient communicants. Si vous sortiez trop à droite de l'écran, vous réapparaissiez par la gauche et inversement, ce qui permettait d'échafauder pas mal de stratégies. Et le but, en fait, de ce jeu-là, ce qui était sympa, c'est que le but était clairement différent selon le fait que vous jouiez seul ou à deux. Alors, quand on joue seul, on a un quota d'ennemis à abattre. Une fois qu'on a abattu les ennemis en question, on peut passer au tableau suivant. Pour abattre un ennemi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fallait pas leur sauter dessus. Si vous sautiez sur un ennemi, vous perdiez une vie. Et il pardonnait pas un impact et vous perdiez une vie. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était frapper les ennemis par-dessous, ce qui les neutralisait. Et ensuite, une fois les neutralisés, il fallait aller sur l'ennemi, donc retourner ou en tout cas immobiliser, et lui foutre un coup de latte, tout simplement. Et le dégager de l'écran ainsi. Et au bout d'un certain nombre de volumes d'ennemis donc ainsi dégagés, vous passiez au tableau suivant pour jouer seul. Il y avait également une attaque spéciale, le petit bloc Power, qui d'ailleurs a été repris par la suite, on le verra. Et en fait, en tapant sur ce bloc-là, on pouvait carrément neutraliser tous les ennemis à l'écran. Et après, selon l'agilité et la maîtrise des sauts qui était la vôtre, vous pouviez nettoyer l'écran assez rapidement. Mais c'était assez piégeux car les ennemis ne restaient pas neutralisés tout le temps. Ils pouvaient très bien se retourner. Et si on essayait de les dégager au moment où ils reprenaient connaissance, là, vu la relative lenteur encore du personnage, c'était une vie en moins. Maintenant, il y avait le mode de joueur qui était encore beaucoup plus attrayant. Le mode de joueur qui pouvait finalement se faire soit en mode coopératif, c'est-à-dire que les deux joueurs s'entraînaient entre eux pour en fait détruire le nombre d'ennemis et passer donc ensemble au niveau suivant. Soit au contraire, le jouer, ce que j'ai appelé à l'époque, je me suis en mode salaud. Mais bon, on peut dire maintenant en mode versus, c'est peut-être un peu plus poli. Hein. Voilà, non, versus, parce que c'était carrément pas celui collaboratif. Hein. Ou carrément, on pouvait bloquer son compétiteur ou son compétiteur si on pensait le jouer en mode donc, versus, je ne dirais pas le mot. Et en fait, en jouant comme cela, on pouvait soit en fait, tout simplement coincer son adversaire et faire en sorte que son adversaire disparaisse, se fasse tuer par un ennemi. Et en fait, une fois que votre adversaire était donc mis hors jeu, vous pouviez même carrément vous-même détruire les ennemis que lui-même avait pourtant étourdis avant. Et donc, en fait, c'était à la fois un jeu coopératif et à la fois un jeu qui pouvait se faire en un contre un. Ça a contribué à son succès. Je ne doute pas que ça a été également aussi à l'origine de quelques disputes entre bons potes, mais bon, ça, hein, voilà quoi. Et en fait, voilà donc le premier jeu vraiment dédié à Mario, et non plus à Jumpman, mais à Mario. Et en fait, le jeu sorti en arcade, d'ailleurs, qui a été ensuite réédité, qu'on a retrouvé sur Famicom, et qu'on a également retrouvé dans Super Mario Bros. 3 en mode bonus. En fait, ce jeu-là, finalement, en fait, il avait pratiquement déjà tout en lui. Mais on a eu les concepteurs de l'époque, donc M. Miyamoto en tête, ont déjà eu l'idée de faire encore évoluer le concept, et nous allons arriver à l'évolution suivante, qui, à mon avis, est une date mais fondamentale dans toute l'histoire du jeu vidéo et du jeu de genre surtout. Maestro, please. Wow.
Nous arrivons à une date clé qui est 1985 avec le premier Mario Bros sur NES. Alors beaucoup d'entre vous, je suppose, à moins que je me trompe peut-être, mais quand même, voient en fait en ce Mario Bros le premier Mario. Donc vous voyez maintenant qu'en fait il y a déjà eu du Mario auparavant, du Jumpman en 81, du Mario en 83. Je précise également que Mario a également sévi sur Game & Watch pour les collectionneurs de ces petites joyeusetés qui aujourd'hui coûtent un pancréas. En fait, Mario Bros, finalement, là, on a clairement un jeu qui pousse l'évolution et qui, pour moi, n'est pas le fondateur du genre jeu de plateforme, bien évidemment, mais qui est vraiment, on va dire, la pierre angulaire de ce genre. La principale différence, c'est que ici, fini les écrans fixes et bonjour le scrolling qui va de gauche à droite. En fait, vous faisiez défiler l'écran à votre convenance. Vous pouviez également le faire reculer en certains niveaux, mais il me semble que tous les niveaux n'étaient pas... On ne pouvait pas faire marcher en arrière dans tous les niveaux. Alors, pourquoi Mario Bros a autant fait parler de lui ? Ben, tout simplement car là, vous l'avez vu, fini les décors uniformes et les fonds noirs de Donkey Kong et de Mario Bros Arcade. Nous arrivons au monde champignon. Alors, à l'époque, ils ont inventé ce monde-là parce que c'était les champignons qui faisaient grandir Mario. Alors, le monde champignon, qui est un monde très coloré, très vraiment détaillé également, loin des univers sombres des excellents jeux arcade des années 80 et du très mauvais film de 1993. Voilà, c'est dit maintenant. Hein. Alors, Mario, faire défiler comme ça les scrollings, en fait, donnait une impression de liberté qui était absolument inédite pour l'époque. Et surtout que là, le scrolling, en fait, suivait l'évolution du personnage. Là où beaucoup de jeux à scrolling, donc à défilement pour parler bon français, en fait, ces jeux à défilement, en fait, marchaient par séquence. C'est-à-dire que le jeu générait écran quart par quart, tiers par tiers, moitié par moitié. Là, non. Là, on avait tout un niveau entier et le jeu, en fait, le faisait tourner en fonction de l'avancée de votre personnage. Ce qui donnait une impression de fluidité absolument exceptionnelle, conjugué à l'énorme amélioration des contrôles. Et autre chose qui a fait la réputation de tous les jeux Mario qui ont suivi, d'une difficulté vraiment très très bien dosée, selon le principe tout simple, facile à comprendre, difficile à maîtriser. Alors facile à comprendre, car forcément Mario saute toujours, heureusement encore. Mario dispose de tout un nouveau panel d'action, notamment il peut déjà doubler de taille et prendre un impact, alors que dans aucun autre jeu où il est apparu avant, Mario ou Jumpman ne pouvait survivre à une collision. Là, il pouvait. Il pouvait même obtenir une évolution supérieure qui lui permettait d'obtenir une attaque offensive, donc la fameuse fleur qui fait balancer des balles. Et la progressivité de la difficulté, en fait, fait de ce jeu-là donner à ce jeu une véritable dimension d'odyssée qui, en fait, a été elle-même à l'origine les premiers concours vraiment de superplay ou de speedrun, car même si ce n'était pas auparavant, Super Mario se prêtait déjà fort bien à tout type de performance, c'est-à-dire le finir en une vie, le finir le plus rapidement possible, faire le plus gros score possible aussi, car c'était possible de faire le scoring. Et en fait, ce Mario-là était axé autour de 8 mondes, à donc difficulté progressive, chaque monde se terminant par l'affrontement contre Koopa Bowser, le chef des Koopas, qui est une espèce de tortue dragon géante. Voilà, enfin, on n'a jamais trop su vraiment ce que c'était. Hein. Dans Mario Sunshine, on apprend que c'est le fils de Peach, mais bon, je ne rigolais pas tout de suite, on aura l'occasion d'en rire après. Voilà. Ah oui, non mais... Et donc, en fait, finalement, ce jeu-là, à chaque niveau, à chaque fois, le pauvre Mario, en fait, devait sauver la princesse, car oui, évidemment, on se battait pour sauver une princesse. Hein. Aujourd'hui, on se bat pour aller dégommer du gang dans GTA, mais à l'époque, on sauvait des princesses. Hein. Alors, sauver la princesse, mais à chaque fois, le pauvre Mario se heurtait à une cruelle désillusion, car la princesse n'était pas dans le château en cours, comme par hasard. Alors, mais ça, en fait, c'était pas... Voilà. Our Princess is in Other Castle, donc bien dégoûté, mais enfin bref. Et ça, en fait, ce n'était pas... Ça, de base, on pourrait dire que c'était un moyen artificiel de faire durer l'intrigue, mais pas du tout. C'était un clin d'œil à Donkey Kong, car à la fin de chaque niveau, on voyait le singe embarquer Pauline et l'amener dans un autre niveau. Sauf que là, Donkey Kong, étant donné que Donkey Kong avait fait sa propre série ensuite avec Donkey Kong Junior, dans lequel Mario jouait le rôle du kidnappeur, donc du gros vilain, c'était un fait unique d'ailleurs. Oui, dans Donkey Kong Junior, en fait, là, on ne jouait plus Mario ou Jumpman pour sauver la princesse, mais en fait, on jouait Stanley, le jeune fils de Donkey Kong, le petit singe, qui en fait devait sauver son père qui était mis en cage et même pas par un Mario, mais par 2 Mario. Donc, il y avait carrément 2 Mario qui jouaient le rôle du vilain. C'était... Maintenant, Mario, on peut toujours le faire jouer le rôle du vilain aussi. Hein. Quand on l'affrontait dans les circuits avancés de Mario Kart ou Mario Kart 64, Mario, c'était quand même un pilote qui était plutôt émérite, donc arrive à le vaincre, le salaud, c'était pas facile.
Donc voilà, en fait, Mario Bros qui a été vraiment on va dire qui n'est pas le départ de Mario, mais qui était, on va dire, le départ, on va dire, de l'impact du personnage réel dans la culture ludique telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Maestro, la suite. Donc voilà, si j'ai sélectionné cet écran, c'est qu'il est clairement représentatif de ce qu'était le jeu. Alors déjà, vous voyez, rappelez-vous des écrans de Donkey Kong, on avait plusieurs plateformes qui étaient plus ou moins liées. Là, on a de la plateforme, on a du vide en dessous. Donc la moindre erreur, elle est sanctionnée par la perte d'une vie. Quel que soit votre état, hein, vous tombez dans le vide, c'est aussi sec. Voilà, mort directe. La lave, et non, pas les pics. Les pics, c'est dans Castlevania. Alors ici, nous voyons bien plusieurs choses. Nous voyons déjà qu'il y a une disposition de plateforme qui est quand même assez... Les plateformes ne sont aucune n'est sur le même niveau l'une que l'autre, donc ce qui vous oblige à bien maîtriser une partie des sauts. Vous pouviez tout à fait faire descendre de la plateforme du haut pour aller en bas et remonter, tout comme faire un grand saut pour aller directement d'en haut à droite à la gauche. Tout était faisable, hein. Évidemment selon votre maîtrise du personnage, mais tout était calculé pour. Vous aviez évidemment un scoring qui aujourd'hui n'a pas grand intérêt, mais on peut s'amuser à faire du counter-stop, hein, du 9-9-9-9-9-9-9-9-9. Il y a quelques combines. J'en vois qui sourient, donc j'en vois qui les connaissent tout comme moi, je crois. Et des ennemis, donc les fameuses tortues reprises du Mario Arcade qui ont fait leur retour. Des boulets de canon qui étaient tirés en fait, dont on ne sait pas trop, qui rendaient ce genre de niveau extrêmement pénible. Et les pièces, car chaque pièce que vous collectiez, en fait, vous augmentez votre compteur. Et à la 100e pièce, ça vous rajoutait une vie. Donc le jeu en fait était même calculé pour permettre aux joueurs endurants finalement d'aller assez loin. Next, please. Et voici le boss récurrent de ce jeu, hein, c'était le Bowser de l'époque, hein, en fait, je me suis pas foulé, hein, j'ai pris le Bowser du premier monde, hein, j'avais pas trop envie d'aller trop loin non plus quand j'ai fait les images, mais en fait, et si j'ai pris celle-ci, c'est qu'en fait, vous pouviez avoir deux façons de la battre, c'est-à-dire soit toucher la petite hache que vous aviez au fond, et là vous envoyez Bowser prendre un bon bain de lave bien chaude, soit avec l'arme dont j'ai utilisé les fameuses boules de feu. 5 impacts suffisaient à l'envoyer au tapis, et en plus ça vous rapportait 5000 points, donc pour ceux qui jouent au score, c'était plus impressionnant de faire comme ça. Bon, évidemment, il n'y a qu'au monde 8-4 donc qu'on délivrait vraiment la princesse. Là, on tombe sur un champignon. Merci de m'avoir sauvé, mais bon, la princesse n'est pas ici, donc tu n'es pas au bout de tes peines, tu peux continuer, comme notre DJ Image qui peut continuer. 1989, donc, 5 ans sont écoulés, nous arrivons à Super Mario Bros 2, ce qui doit faire plaisir à M. Tabasque, je crois. Voilà, pour qui c'est son Mario favori. Alors, Mario Bros 2, qui en fait a une histoire tout à fait particulière. J'en vois certains connaisseurs qui ont peut-être que j'ai oublié quelque chose entre les deux. Non, je n'ai pas oublié, rassurez-vous. Alors Mario Bros 2, en fait, donc sous-titré Mario Madness, qui est sorti en fait aux USA en 1987, il me semble, il est arrivé en 89 en France. Si ce Mario en fait est assez particulier, c'est qu'il était déjà sorti au Japon avant, mais pas sous ce titre-là. Au Japon était sorti en 1987, il me semble également, un jeu qui s'appelait Doki Doki Panic. Enfin, il y a tout un espèce de machin de nom en japonais avant, mais vous excuserez mon japonais qui est très rudimentaire. Et ce Doki Doki Panic, en fait, est un jeu de plateforme qui est évidemment très coloré et qui disposait de toute une palette d'actions plutôt surprenante pour l'époque, d'où son succès. Et en fait, pour le faire connaître, comme Doki Doki Panic, ça ne le faisait pas très bien pour le marché américain, en fait, les concepteurs ont eu la bonne idée de l'appeler Super Mario Bros 2. Et ils ont remplacé les personnages d'origine donc, par 4 personnages, donc évidemment Mario, Luigi, et également le petit champignon bien casse-bonbon qui nous dit que la princesse j'aime là. Mais surtout le plus drôle, c'est que la princesse devenait jouable. On n'avait plus besoin de la sauver, cette fois-ci elle était là parmi nous. Enfin, alors chacun de ces personnages avait des capacités particulières. Hein. Mario et Toad soulevaient les objets le plus rapidement possible. Luigi était un pro du saut en hauteur, et la princesse pouvait l'éviter sur de courtes distances. Donc c'était vraiment, en fait, chaque joueur, selon les compétences qui étaient les siennes, pouvait donc sélectionner son personnage. Et le tout au travers de 7 mondes très colorés, très réussis pour un jeu qui, vraiment, reconnaissons-le, était vraiment d'un très très bon niveau, mais qui aujourd'hui suscite quand même une petite controverse quant à son importance réelle au genre Mario, car étant donné que beaucoup de joueurs en fait ne voient en ce jeu plus que Doki Doki Panic, mais plus le Mario 2. Ce qui est une erreur, car j'admets moi-même que le jeu est vraiment très très bon, même si c'est pas mon préféré, contrairement à certaines personnes ici présentes, n'est-ce pas? Donc, en fait, là, le mode d'attaque était largement différent. Déjà, excite le score, plus de score. C'était un jeu de survie complète. Et en fait, pour détruire les ennemis, il fallait soit ramasser des projectiles qui étaient des légumes, soit carrément sauter sur ses ennemis. Tous n'y étaient pas sensibles, mais la plupart l'étaient. Ramasser ses ennemis, s'en servir comme projectile pour les lancer sur d'autres. Là où ça devenait cocasse, c'est qu'en faisant rebondir les ennemis ou les légumes, on pouvait détruire 5-6 ennemis en chaîne. Dommage qu'il n'y ait pas de score, ça aurait pu être amusant, mais bon,
Même maintenant, je pense, et même à l'époque, je me rappelle que dans les premiers concours qu'il y avait sur ce jeu-là, il y avait des défis comme par exemple faire détruire 5 ennemis avec un seul, comme ça. Enfin bon, c'était un jeu qui permettait des actions bien cocasses et c'est ce qui lui assurait une certaine popularité. Même si, en fait, Mario 2 n'était pas réellement Mario 2, mais on verra pourquoi. Monsieur Tabasque, voilà, pour preuve de la variété du jeu, là, en fait, Bowser n'était plus de la partie. Nous avons certains boss plus ou moins folkloriques. Et ce boss-là, le serpent à trois têtes, le bien nommé Triclide, car oui, ils avaient même donné un nom au boss. En fait, il fallait ramasser les plots que vous voyez juste derrière et les lui lancer sur le visage. Je crois qu'il fallait 4 ou 5 impacts pour. Non, 3 impacts pour sa première apparition et 5 pour sa deuxième. Mais bon, vous voyez qu'on est quand même loin des décors, noirs avec le Bowser qui s'attaque dans Mario 1. On est clairement dans un jeu beaucoup plus coloré, beaucoup plus festif. Donc, un très bon jeu également qu'on doit recommander, mais qui a quand même une petite histoire sur laquelle je reviendrai en temps voulu. Maestro. En fait, si vous voulez, dans Donkey Kong, autant pour moi, dans Doki Doki Panic, c'était en fait des espèces de pierres. C'était des pierres, mais là, en fait, on n'a jamais trop su ce que c'était, sauf qu'il s'était inspiré du design des champignons. Un champignon de pierre, oui, tout à fait. Même si moi, je trouve franchement que ça m'avait plus pensé à un plot ou à un pot de fleurs que réellement à un champignon ou à un bouchon, oui. En fait, non, c'était un champignon, mais un champignon de fleurs, un champignon de pierre, qui était supposé. En fait, il fallait balancer ce qui faisait grandir Mario dans le Mario 1. Et là, si vous testez un petit peu du Doki Doki Panic, vous verrez que le design n'est pas tout à fait le même. Donc, écoute, toi qui es un expert à ce jeu-là, on t'attend et tu nous feras un super play sur nos lives. Voilà, il n'y avait pas de score et le gameplay était tout à fait différent. Ça, c'était. Hmm. J'y viendrai après, ça, le dessin animé. J'y viendrai après. Il y a encore de quoi. Maestro au suivant. Et c'est maintenant pour ça que je vous présente le véritable Mario 2. Enfin, quand je dis véritable, non, même au Japon, ça, et chronologiquement parlant, Super Mario Bros 2, tel que nous le voyons ici, est sorti avant avant Mario Bros 2 USA. Je vous présente Mario Bros 2, comme vous le voyez, qui date de 86, que nous connaissons tous ici sous le nom évocateur de Lost Level, les niveaux perdus. Alors rappelez-vous, en 93, nous avions eu la compilation Mario All Stars, avec le Mario 1, 2 et 3 donc refait pour version Super NES. Et en fait, la principale attraction de cette cartouche-là, enfin, en ce qui me concerne, outre le plaisir de retrouver Mario, bien sûr, en version un petit peu refaite, c'était qu'on avait enfin ce nouveau jeu appelé le Lost Level. Alors, Lost Level, c'est Super Mario Bros 2. Vous voyez, d'un point de vue graphique, Maestro, je vous prie. Ah non, je crois que j'ai pris de l'avance, hein, donc désolé. D'un point de vue graphique, en fait, le jeu ressemble beaucoup à Mario 1. Mais la principale différence, et ça je pense que tous ceux qui ont testé les deux versions ne diront pas le contraire, c'est que Mario Bros 2, donc le Mario Bros 2 Japon, contrairement à ce qu'on appelle aujourd'hui Mario Bros 2 USA, qui était ce qu'on a vu tout à l'heure, était d'une difficulté vraiment, vraiment revue bien, bien à la hausse. En fait, ils l'ont appelé Super Mario Bros 2 pour jouer sur l'aspect commercial, mais de la vue même de Miyamoto à l'époque, ce Mario-là est sorti uniquement en fait pour satisfaire ceux qui estimaient ne pas en avoir eu pour leur argent avec le premier, car le premier Mario a tellement connu un départ fulgurant que bien évidemment les joueurs les plus de l'époque l'ont fini sans aucune difficulté. Certains se sont plaints justement d'une difficulté qui n'était pas assez élevée pour eux, même si certains passages, pour le reconnaître, qui étaient quand même assez chauds les premières fois. Et donc, on leur a fait ce Mario Bros 2 qui, là, par contre, est d'une difficulté bien supérieure et qui, encore aujourd'hui, a tenu bien des joueurs en échec. Alors, si j'en parle pour ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que les codes sources de ces jeux sont ouverts, il y a des petits malins qui sont amusés à créer leur propre niveau et qui ont fait des Mario d'une difficulté proprement hallucinante que même de très mauvais joueurs comme votre serviteur ne sont pas encore arrivés à finir, c'est dire. En fait, Luigi, c'est comme dans le Mario, comme dans Mario 2 que nous avons vu là. On peut jouer avec ça, mais Luigi, dans cette version-là, avait une petite tendance à faire des sauts un peu plus hauts, là où Mario faisait des sauts un peu plus longs. Voilà, comme dans Doki Doki Panic, tout simplement. Même si faut encore connaître que c'était une bonne idée de base, mais c'était assez mal exploité, car franchement, Mario était bien plus efficace que Luigi, car les sauts en hauteur, ça n'avait pas beaucoup dans le Lost Level. Mais les sauts en longueur, par contre, et surtout, étaient quand même bien, bien vicieux. Donc mieux valait sauter loin que sauter haut, quoi. Next. Nous arrivons en 1988 au Japon et en 1991 en France. Alors, comme vous le constatez, en fait, même si Mario était déjà un personnage très connu à l'époque, en France, on était toujours les derniers servis. Hein. C'est dégueulasse, mais c'était comme ça. Hein. Voilà, il fallait le dire.
Europe. Enfin bon, étant donné qu'on est encore dans cette partie de l'Europe qui s'appelle la France, j'emploierai les deux sans trop de différence. Mais bon, non, mais bonne précision, car après tout, que ce soit les Allemands, les Anglais, les Italiens ou les Espagnols, ils ont également dû attendre un peu moins que nous. Un peu moins que nous. Je crois qu'en Italie, ils l'avaient eu en juin 91, nous l'avions eu en novembre. Alors, Super Mario Bros 3. Alors Super Mario Bros 3, au grand dépit de Tabasque, par contre, Super Mario Bros 3 a tout laissé tomber de Super Mario Bros 2, donc de Doki Doki Panic, et a finalement décidé de... C'est bon, j'ai cru que je l'avais éteint sans le vouloir. Et en fait, Super Mario Bros 3 a finalement repris tous les éléments du Mario Bros 1, mais n'a pas fait que les reprendre, les a vraiment magnifiés et a apporté une profondeur absolument unique. Et même encore aujourd'hui, pour beaucoup de joueurs, ce Mario Bros 3 n'est peut-être pas le meilleur jeu de console 8 bits, mais en tout cas, il est clairement dans le haut du panier. Alors, qu'est-ce que Mario Bros 3 apporte? Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que dans Mario 1, nous avions 8 mondes de 4 étapes chacun, ce qui faisait 32 étapes. Dans Mario Bros 3, je les ai comptés pour vous, cher public, nous en avions 95. Oui? Ça, c'est Raton Laveur. Ça, c'est Raton Laveur. Mais justement, tiens, c'est bien, qui suit, qui anticipe sur les costumes, on y viendra. Hein. Ah, c'est un expert en Mario? Ah, ouais, non, mais la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein, ça, je te félicite. Hein. Donc, ce Mario Bros 3, déjà, proposait une variété de niveaux, un nombre de niveaux juste canoniques pour une console 8 bits. Mais surtout, avait inclus un système de cartes. Et chaque monde n'était plus en fait des mondes qui s'enchaînaient, mais on avait des mondes à thématique. Alors, de mémoire, le premier monde était un monde de verdure. Le deuxième, pour faire Coq-à-l'âne, un monde désertique. Le troisième, encore Coq-à-l'âne, un monde aquatique. Le quatrième, qui était très conceptuel, c'était une île des géants, donc avec des sprites qui étaient 2 fois plus gros et parfaitement animés pour une console 8 bits. Le cinquième, qui, à mon humble avis, la parfaite définition du jeu de plateforme, c'était un niveau qui se passe dans le ciel, donc avec des niveaux extrêmement difficiles et des sauts en veux-tu, en voilà, bref, le jeu de plateforme dans toute sa quintessence. Le stage 6, qui était un niveau énervant par excellence, avec des niveaux de glace. Donc, vous passiez votre temps à glisser et à finir dans des trous à côté, comme par hasard. Voilà. Le stage 7, qui était un monde très labyrinthique, fait de tuyaux. Bref, également une quintessence de level design et vraiment un des mondes les plus agréables à jouer en ce qui me concerne. Car moi, j'aime bien me branler les méninges quand je joue à Mario. Et le niveau 8, qui était vraiment un niveau mais exceptionnel, en ce sens c'était vraiment le niveau qu'on n'attendait pas. Un niveau très guerrier, avec des niveaux extrêmement difficiles auxquels on ne pouvait pas échapper, et bien évidemment qui se concluait par l'affrontement contre le vilain Bowser et pour sauver la princesse. Un grand classique. Monsieur Tabasque, c'est à vous. Alors, si j'ai décidé de vous présenter ça aussi, c'est que ce Super Mario Bros 3 avait une petite différence. Il avait une petite différence selon les versions japonaises et européennes, en sens que la version japonaise, en fait, quand on prenait un impact, on diminuait tout de suite de 2 niveaux, de 2 tailles, alors que la version européenne, on diminuait que d'une seule taille. Alors, après, depuis Lost Level, voilà, les concepteurs japonais ont vraiment cru que nous autres joueurs européens, on était vraiment des minables qui n'étaient pas dignes de jouer à des jeux aussi difficiles qu'eux. Donc, ils nous ont produit une version beaucoup plus simple, mais bon, qui reste quand même très bien fichue, avec une introduction très théâtrale et qui reprenait un peu les mécanismes du Mario Bros Arcade de 83. Un Mario Bros Arcade de 83, en fait, que l'on retrouve en jeu bonus dans cette version-là. Et en fait, c'est pratiquement 2 jeux en un. Tout le monde parlait de Mario 3 en lui-même, mais personne n'a parlé de ce fameux jeu qui était caché et qu'on a retrouvé en fait dans la compilation Mario All Stars sous le titre de Battle Game Mario 3. Et en fait, on pouvait dans Mario 3 sur NES, en fait, c'était quand un joueur voulait piquer le tour de l'autre, car ce jeu se jouait à 2 en alternance, mais c'était pas pour autant que le deuxième joueur voulait toujours attendre. Moi, j'en sais quelque chose, hein, vu que je jouais toujours. Mes frangines à côté de moi en avaient marre et me défiaient pour essayer de prendre mon tour. Toujours est-il que donc ce Mario Bros 3, en fait, était 2 jeux en un. Et suivant, je vous prie. Et en fait, voici. Donc, je pense déjà qu'on peut vraiment reconnaître l'amélioration graphique, même si ça reste très typé 8 bits. Mais bon, côté couleur, régularité des détails et tout simplement le détail, les carapaces de tortues qui tournent sur elles-mêmes quand on les envoie, des nouvelles plateformes comme ces plateformes à pointe à note de musique qui vous faisaient sauter plus haut. Mais surtout, et là j'en reviens à ce que nous a dit notre copain, les costumes. Alors les costumes, qu'est-ce que c'était? Donc rappelez-vous, dans Mario 1, nous pouvions prendre le champignon qui vous faisait doubler de taille. Nous pouvions également choper la fleur, le feu, qui vous transformait en ce qu'on appelait Mario Féroce. Donc le Mario... Vas-y que je tire des boules. Voilà. Et l'étoile qui est invisible, mais bon, l'invisibilité finalement était temporaire, alors qu'un changement de costume, en fait, durait jusqu'à ce qu'on prenne un impact ou qu'on tombe dans le vide, quoi. Et en fait, voici le premier costume, qui est emblématique de cet épisode, pour ça qu'il figurait sur toutes les jaquettes.
on était en raton laveur. Alors, ne me demandez pas ce que Miyamoto a fumé pour décider de changer Mario en raton laveur. Surtout que l'effet principal du costume de raton laveur, c'était, et regardez bien en bas, vous voyez, on a une jauge au côté du monde 1, on a une jauge de vitesse et un P au bout. Et lorsque le P était atteint, en fait, voilà, votre raton laveur commençait à remuer la queue, écarter les bras, et il volait. Et il pouvait voler. Ce qui veut dire qu'il y avait dès lors un nouveau sens de lecture au jeu, car en fait, on pouvait exploiter toute une partie du ciel ou n'importe quel recoin du niveau si on arrivait à voler avant. Bref, il fallait quand même qu'on trouve une piste de décollage, si j'ose dire. Certains niveaux étaient calculés de façon en fait, à ce que vous ne pouvez pas prendre suffisamment d'élan pour décoller. Mais le Mario, en fait, raton laveur pouvait donc voler. Sa queue vous lui permettait de mieux calculer sa chute et de descendre plus lentement, ce qui n'était pas du luxe dans certains niveaux, notamment les niveaux célestes et les niveaux glissants, donc monde 5 et 6. Mais il n'y avait pas que ça. Et donc, on a donc parlé du costume de raton laveur. Il y avait un dérivé, le costume de Tanuki, qui permettait non seulement de voler aussi, mais également de se changer en statue. Alors quel intérêt? L'intérêt, c'est que ça vous rendait invulnérable. Manque de bol, ça vous clouait sur le sol. Mais on va dire que si vous voyez un projectile ou un ennemi que vous arrivez dessus, il suffisait de changer en statue, c'était toujours drôle à voir. Et en plus, on ne prenait pas d'impact. C'était marrant, c'était une petite, voilà, un petit truc bien sympa. Personnellement, on pouvait jouer sans, mais il y a même des fois, je m'amuse à le faire parce que je trouve ça tellement marrant, la transformation de Mario en statue, c'était quand même assez beau à voir. C'est temporaire. Maintenant, c'est temporaire, mais on va dire que les joueurs assez rapides peuvent en fait enchaîner transformation sur transformation et finalement, hormis on ne plus voir Mario classique, mais ne voir que le Mario statue qui explose et en fait qui reprend sa position de statue. Maintenant, c'est une question de rapidité. En fait, si je me rappelle bien, il fallait faire bas plus bouton d'attaque quand on était en Tanuki et en se changeant en Mario. Voilà, en fait, il fallait faire juste ça tout le long et c'était quand même bien amusant comme ça et surtout, ça servait à ne pas se faire toucher. Suivant, je vous prie. Alors Mario 3 donc a rencontré un énorme succès. Cependant, Mario 3 est arrivé en France en 91. En 91, les Japonais, qui sont toujours les premiers servis, et nous toujours les derniers, en fait en 91, les Japonais avaient déjà eu ce qu'on a appelé la Super Famicom là-bas, ce qu'on a connu ensuite ici sous le nom de Super Nintendo, première console 16 bits de Nintendo. Et à mon humble avis, au risque de faire une entorse à mon évident devoir d'impartialité, la meilleure console que le monde a jamais connue, que le monde connaîtra jamais. Alors, il est évident qu'à chaque nouvelle console de Nintendo, Mario étant devenu leur mascotte depuis bien longtemps, il fallait un nouveau Mario. Seulement, la Super Nintendo étant sortie en 90 pour concurrencer la Mega Drive de Sega qui date de 88. J'aurais dû préciser pour le portable, mais bon, ce n'est pas bien grave. La prochaine fois, prévoyez le thème de Mario pour les portables, ce sera plus approprié. Alors, donc, où en étais-je? Ah oui. Donc, disons qu'en 88, Sega, qui avait commencé déjà à concurrencer un petit peu Nintendo sur le mode des consoles de salon, avait sorti sa console du 16 bits, la Mega Drive. Mega Drive Genesis ou Genesis selon où se trouve. Et en fait, avait tenté d'avoir une mascotte également, la personne d'Alex Kidd. Ça a très bien marché sur Master System, mais bon, Mandomos Mega Drive, ça a fait un flop. Donc, il aura fallu attendre 3 ans avant qu'un certain hérisson bleu n'émerge, et voilà. Seulement, en 90, donc, Nintendo se décide enfin à arriver sur le marché des 16 bits. Et donc, il lui fallait son Mario. Mais bon, vu que la Super Nintendo était clairement une réponse à la 16 bits de Sega, ça a inauguré ce qu'on appelle la guerre des consoles, même si elle existait déjà auparavant, mais c'est là qu'elle a atteint son apogée. Et à mon humble avis, c'était également la meilleure période de l'histoire du jeu vidéo, l'affrontement Sega Nintendo, Mega Drive, Super NES. Oui, c'est la même guerre, mais personnellement, je la trouve beaucoup moins intéressante et beaucoup moins marquée qu'à l'époque. Maintenant, je précise avant de me prendre des tomates que je suis quelqu'un de très passéiste, pour ne pas dire de carrément sectaire. Donc, ne me demandez pas de parler de 360, je n'y arriverai pas. Alors, donc, le premier Mario de la 16 bits de Nintendo. Pour concurrencer Sega et sa 16 bits, il était évident qu'il fallait là pas qu'ils ratent leur coup. Mario est un personnage qui avait déjà acquis ses galons de légende à l'époque. Et comment faire pour lancer sa console sur le marché des 16 bits? Quoi de mieux qu'un nouveau Mario? Mais cependant, c'était un jeu qui ne pouvait pas se permettre de n'être qu'un très bon jeu. Il fallait vraiment qu'on ait un jeu totalement légendaire pour vraiment, dès le début, ancrer Nintendo dans la génération des 16 bits. Donc nous avions Super Mario World. Et là, franchement, mais avec des trémolos dans la voix et l'alarme que vous ne voyez pas couler ici, je vous le dis, nous avons là, à mon humble avis, ce qui se fait de mieux dans l'univers du jeu de plateforme. Et ça, même maintenant encore, c'est-à-dire 24 ans après la sortie du jeu au Japon et 22 après la sortie du jeu donc en Europe, nous avons ici, à mon humble avis, un des 5 chefs-d'œuvre intemporels de ce qu'est le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo.
pourquoi est-ce que je prends autant d'enthousiasme? Même si ça ne se voit pas sur mon noble visage, je suis très ému. Mario World. Mario World. Alors, qu'est-ce que c'est que Mario World? Déjà, Mario World, maestro please. Mario World reprend le principe de Mario 3 avec une carte. Mais là où la carte de Mario 3, qui était finalement somme toute très linéaire, on pouvait certes de temps en temps skipper un niveau ou deux, mais ça restait quand même en fait, voilà. Ce Mario World en fait est un hybride entre ce que j'appellerais recherche, plateforme et puzzle, et le tout est conjugué avec une harmonie que je qualifierais vraiment de fabuleuse. Mario World, qui clairement est déjà graphiquement, on peut reconnaître que le décor est un peu moins typé pixel et tout, mais quand même demeure très, voilà, c'est très rétro, très ancien, évidemment. Mais surtout, il se rapproche un petit peu d'un dessin un peu plus chatoyant, plus pastel, plus dessin d'enfant. Et on verra que c'est une tendance qui se poursuivra par la suite. Donc, déjà, vous l'avez vu lors du tableau Évolution de Mario, là, on a carrément un Mario qui est un peu plus rondouillard, un peu plus bedonnant, un peu plus cartoon, tout simplement. Au cours d'un jeu, et là, je vais démythifier quelque chose, il s'est souvent dit qu'il y avait 96 niveaux dans Mario World. C'était marqué en tout cas sur tous les arguments de vente, 96 niveaux. D'ailleurs, le compteur de niveau, qui n'a rien un compteur de niveau, en fait, il marquait 96 au maximum. Et là, je vais dire faux. Il n'y avait pas 96 niveaux dans ce jeu, il y avait 96 sorties. Mais il n'y avait que 74 niveaux au total. Ce qui, vu leur longueur et leur complexité, était déjà loin de faire pâle figure. Alors, ce Mario World, disons que non seulement il reprend des costumes, là, même si la plume de raton laveur a été remplacée par une cape de Superman, ce qui est un poil plus logique, je trouve, mais bon, qui est un peu moins fantaisiste, mais bon, quand même plus logique. Mais en fait, si j'ai choisi cette image-là, c'est que Mario World a également été la naissance d'un personnage qui est depuis devenu vraiment un personnage récurrent, le dinosaure Yoshi. Alors, le but, en fait, pardon? Yoshi's Cookie, non, c'était bien après. Enfin, c'était avant au Japon, mais c'était après ici. La première apparition, en tout cas en Europe, de Yoshi, c'était Mario World. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Bon, après, il est apparu aussi dans ce très mauvais film, mais bon, ça fait 2 fois qu'il fallait que j'en fasse. Ah, Yoshi était très moche, le film très mauvais. Et puis, c'est tout. Hein. Et donc, pour revenir à ce Yoshi a été, à mon avis, outre l'aspect labyrinthique, l'aspect puzzle et l'aspect construction de certains mondes de Mario World, car en fait, Mario World est un jeu dans lequel, en toute liberté, certes, mais il fallait construire sa progression. Et construire, quand je dis construire sa progression, c'est que certains passages secrets qui amenaient à des parties cachées du monde et du niveau étaient quand même bien tordus à trouver aussi, il faut le dire. En fait, Yoshi a apporté une nouvelle profondeur au gameplay, en ce sens que d'une part, on pouvait prendre des impacts avec lui, mais surtout que Yoshi pouvait en fait bouffer certains ennemis, les recracher sous forme de projectiles ou de flammes, certains, oui. Et conjuguer, par exemple, les capacités de Mario munis de sa cape avec celle de Yoshi, ça vous permettait d'avoir un triple niveau de saut au lieu d'un double. Et croyez-moi, le génie de ce jeu a été de savoir parfaitement équilibrer et surtout utiliser les nouvelles possibilités de gameplay pour les mettre au service d'une construction et d'un level design absolument dantesque. Nous tenons vraiment là, comme je le répète et je ne le redirai jamais assez, nous tenons vraiment là un des 5 chefs-d'œuvre ultimes de toute l'histoire du jeu vidéo. Franchement, de toute façon, je pense qu'ici tout le monde s'est plus ou moins frotté à ce jeu-là, donc tout le monde a plus ou moins pu se faire une opinion. Toujours est-il que ce Mario World, next je vous prie, ce Super Mario World est vraiment, à l'heure actuelle, peut-être ce qui s'est fait de plus abouti. Et résumer toute la richesse de ce jeu comme ça en quelques minutes, en fait, demande des efforts de synthèse que malheureusement je ne pourrais pas être à même de fournir. Juste pour anecdote, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un très estimé monsieur, qui était assez jeune d'ailleurs à cette époque-là, qui s'appelait Zach Meston, et le jeu étant sorti en 92 en Europe, donc il s'est arrivé en 90 au Japon et en 91 aux États-Unis. Ce monsieur qui avait 18 ans à l'époque, en fait, lors de la sortie du jeu, a, dès 1992, proposé sa Bible de Mario World, une Bible de Mario World avec tous les secrets qu'il a découverts et qui sont avérés exhaustifs, toutes les techniques du jeu, une analyse complète du gameplay de ce jeu. Le gars qui avait 19 ans a quand même trouvé le moyen d'écrire un bouquin qui ne se trouve plus malheureusement à l'époque, mais qui se trouvait bien à l'époque. Ce bouquin a totalisé quand même plus de 780 pages.
sur un seul et même jeu par un gamin on peut le dire, par un gamin qui avait même pas 20 ans et qui avait joué au jeu tellement, tellement longtemps que, en fait, pour moi, ce livre-là était le premier livre vraiment dédié, plus qu'un guide, vraiment un livre dédié à la dissection complète des mécanismes de ce jeu. Ce qui veut dire que Mario World n'est peut-être pas le premier, je ne m'avancerai pas à ce point, mais en tout cas, un des premiers jeux à avoir suscité un tel effort de documentation et surtout, en fait, un tel legs à la postérité, car, même si ce bouquin ne se trouve plus, quand même, aujourd'hui encore, les personnes qui découvrent Mario World déjà ne pourront pas tout trouver du premier coup, mais risquent quand même d'être accrochés à son gameplay, à son ambiance unique. Ça, dès le départ, pour un jeu qui a plus de 20 ans, bien peu en sont encore capables. Or, durant tout ce temps-là, Mario s'est également développé ailleurs. Et en 89, Nintendo a eu la bonne idée de penser à ceux qui voulaient jouer aux toilettes et donc a inventé la Game Boy après les Game & Watch. Et évidemment, lorsque la Game Boy est arrivée, il fallait du Mario dessus. Et donc, en fait, nous avions la série des Mario, donc Super Mario sur NES, Mario 2, Mario 3. On avait donc après le Mario World de la Super Nintendo. Et sur Game Boy, ils ont fait un Super Mario Land, qui avait quelque chose de particulier en ce sens que là, ce n'était pas Miyamoto qui était aux commandes, mais c'était un grand monsieur du jeu vidéo aussi, qui malheureusement nous a quittés quelques années après, suite à un accident de la route, qui était Gunpei Yokoi, l'inventeur des Game & Watch, l'inventeur de pas mal de séricules de chez Nintendo. Malheureusement, l'inventeur du Virtual Boy aussi, mais il a tellement fait de bonnes choses qu'on peut lui pardonner ce petit écart. Gunpei Yokoi, qui, hélas, nous a quittés en 97 suite à un accident de la route, et qui d'ailleurs, maintenant aujourd'hui, est vraiment reconnu comme étant ce qu'on peut rappeler même carrément un des grands noms du jeu vidéo, tout comme Nolan Bushnell ou Ralph Baer. Et en fait, c'est pour ça que ce Mario-là est étonnamment adulte, et par rapport aux autres qui sont encore restés très enfantins. Ce Mario-là, en fait, déjà, il optait pour un univers radicalement différent. On se battait dans la Grèce antique, dans des mondes futuristes. Il y avait des phases de shoot 'em up, d'abord en sous-marin, puis en avion. Mais en fait, qui a donné un jeu qui est resté sur Game Boy le plus grand best-seller de la console jusqu'à l'arrivée de certains monstres de poche en 97. Donc, un très grand succès de la Game Boy et un jeu encore aujourd'hui qui, même s'il n'est pas très très long à finir, en fait, a un gameplay tellement fignolé et une ambiance tellement accrocheuse qu'il a un facteur de rejouabilité. Je n'aime pas ce néologisme, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Un facteur de rejouabilité qui est tout à fait exceptionnel. Et même encore aujourd'hui, je pense que n'importe qui a une petite Game Boy dans la poche, s'il lance un petit Mario Land, je ne pense pas qu'il sera déçu. Je pense qu'au contraire, ça risque de l'occuper un petit bout de temps et de façon fort agréable. Entre ça et regarder la télévision française, moi, en tout cas, mon choix est vite fait. Monsieur Tabasco, je vais vous repasser au suivant. Donc, quand je vous parlais, voilà, vous voyez à quoi ressemble le Mario Land. Alors certes, les sprites sont très petits, mais leur fluidité est vraiment exceptionnelle pour la console. Graphiquement, il y a quand même un détail qu'on ne trouvait pas dans les jeux de Game Boy première génération. Et en fait, ce niveau-là se passe dans une pyramide, donc dans un univers qui faisait très penser à l'Égypte ancienne. Notamment, certains avaient même des hiéroglyphes en fond graphique, en décor de fond, si je me rappelle bien. Et des musiques de son qui sont devenues aussi qui avaient comme vous dites, qui avait un aspect très enfermé, limite Indiana Jones, quoi, pour ainsi dire. Ça faisait assez drôle quand on comparait ça aux musiques de Mario que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous siffler ça parce que j'ai un peu mal à la gorge, vous m'excuserez, mais vous m'excuserez aussi. Donc voilà le Mario Land, qui était vraiment un jeu, tout ce qui est de plus classique, mais de temps en temps, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Hein, et je crois que Mario Land, ils y sont parfaitement. Monsieur Tabasque. En 1992 est arrivée une suite. Et ça, c'était assez amusant, c'est qu'entre 89 et 92, il s'est passé 3 ans. À l'époque, 3 ans, c'était un gouffre. Et que 3 ans se fussent écoulés, admirer l'usage du subjonctif imparfait au passage, que 3 ans se fussent écoulés entre Mario Land et Mario Land 2, déjà à l'époque, c'était absolument... on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Et en plus, ce jeu, ils sont malins chez Nintendo. Il est arrivé en même temps que Super Mario Kart et à Noël 1992. Et là, en fait, ce Mario Land 2 en fait, était clairement inspiré de Mario Bros 3 et un peu de Mario World. Et ça donnait un jeu en fait, qui, à mon humble avis, était un poil en dessous de son prédécesseur, car il n'avait pas cette aura de jeu fondateur. Mais il en demeure quand même pas moins un très très bon jeu de plateforme, même si malheureusement certains poncifs de l'univers de Mario, comme la progressivité de la difficulté, étaient allègrement revus, carrément annihilés. On pouvait commencer par le monde qu'on voulait. Certains niveaux étaient plus durs que d'autres, mais on pouvait les faire en premier. Bon, je ne doute pas que certains joueurs aient pu apprécier cette liberté de mouvement, même si moi j'ai été plutôt très, très sceptique vis-à-vis de ça. D'ailleurs, tout le monde a accueilli, le jeu a bénéficié d'un accueil critique très favorable. On va dire que rares étaient ceux qui avaient souligné les quelques petits problèmes.
Il y a dont moi et c'est notamment Cyril Drevet, qui était journaliste à Player One à l'époque, qui le premier a émis, malgré son accro, sa grande passion pour Mario, avait émis un avis plutôt mitigé sur ce jeu. Alors certains, ça lui a peu valu une levée de bouclier à l'époque, mais force est de constater qu'il n'avait pas entièrement tort. Mario Land 2, qui était toujours sous l'égide de Gunpei Yokoi d'ailleurs, a pris quelques libertés avec les codes classiques du Mario. Certains ont apprécié, d'autres un peu moins. Mais bon, globalement et dans l'absolu, on ne peut pas dire que ce jeu-là ne mérite pas d'être joué. Ça reste un des classiques de la Game Boy. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été réédité, voilà, en Players Classic sur un peu l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle sur PlayStation les Platinum. Sauf qu'à l'époque, c'était les Nintendo classiques. Et donc ce jeu, assurément, il y a sa place et reste encore un très très bon jeu. Donc on change de DJ. C'était également la première apparition. Ouais, mais ce qui serait sympa, ce serait pas de couper sous le pied car vous allez voir la suite. Car car la suite arrive. Bon, la suite, voici. Voilà encore un Mario en noir et blanc. On voit quand même que l'influence des Mario NES était quand même graphiquement, c'est comme le détail quand même. Les sprites sont plus grands, plus détaillés. En contrepartie, il y a quand même moins d'action à l'écran, j'ai trouvé. Mais effectivement, oui, ce Mario, en fait, il s'avère qu'il y a eu l'apparition de nouveaux personnages, dont un, en fait, Wario. Pourquoi Wario? W inversé, M inversé donne W. Voilà, donc... voilà. Et Waluigi, qui par contre là est extrêmement artificiel et a une tête, je m'excuse, a une tête d'ossé, je dirais pas le mot entier, mais bon, Waluigi, excuse-moi, mais tu devrais retourner retourner dans la poubelle d'où tu es sorti. C'était mon avis personnel, merci. Exactement. Bientôt, ils vont nous inventer, je sais pas moi, en inversant le cas de Kirby, ça donnera quoi? Kirby ou alors, vous savez, le cas, je sais pas, un cas inversé d'alphabet cyrillique. Enfin bref, on va arrêter les sonneries là. Donc, on passe au suivant. Et effectivement, ce Wario, c'est maintenant que j'en parle. Wario qui était le boss final de Mario Land 2. Mais en fait, ce personnage, quand il est arrivé, il a suscité un tel élan de popularité, le double maléfique, et on va dire relativement rustre de Mario. Mario qui est un personnage très gentil, sauver la princesse et tout. Là, nous avions son double maléfique, extrêmement cupide, extrêmement brutal, et qui, dans la notice du jeu, je m'en sais, dit qu'en fait, il aime beaucoup se régaler des merveilles qu'il trouve dans ses narines. Je n'invente rien. Vérifiez par vous-même. Vous pouvez trouver les notices de Wario Land et de Wario Land 4 sur Internet. Il y a des sites qui vous les proposent. Vous verrez bien. Bon, chacun ses goûts. C'est peut-être très nutritif, mais bon, personnellement, moi, merci, je ne goûterai pas tout de suite. Et en fait, ce Wario Land, Wario Land, notez bien que Wario Land n'est pas son titre premier. En dessous, pour ceux qui arrivent à lire malgré la solarisation, c'est marqué Super Mario Land 3. Alors, pourquoi Mario Land 3 ? Simplement parce que Wario étant arrivé sur le tard, en 92, alors que Mario avait déjà plus de 10 ans d'existence, et que Yoshi, un autre personnage, avait commencé à tout éclipser, c'est-à-dire à ce moment-là que Yoshi a eu ses premiers jeux dédiés, qui étaient plus des jeux de puzzle que réellement de jeux de plateforme, même si ensuite, après, vous voyez, on a trouvé Yoshi dans les Mario Kart, dans des jeux de puzzle. Il y a même eu des jeux dédiés sur Nintendo 64, mais enfin, bon, n'anticipons pas. En fait, ce Wario, finalement, c'est vraiment tout ce que Mario a de positif, mais en négatif. Mais en fait, nous avons là le premier jeu qui, au lieu d'avoir un héros, mise clairement sur le concept de l'anti-héros. On jouait le méchant. D'ailleurs, c'était marqué en gros sur la boîte du jeu, Be the bad guy, jouer le méchant. Et le but du jeu n'était pas de sauver une princesse. Le but du jeu, c'était d'investir l'île Cuisine, Kitchen Island. Ah oui. L'île de Wario Land s'appelait l'île Cuisine, Kitchen Island. C'est pour ça que les mondes s'appelaient la plage de riz, le monde de la théière, le pays du sorbet, enfin, des choses comme ça. Comme dans Mario World, si tu réfléchis bien, Mario World, on avait les plaines de beignets, le dôme de vanille, la forêt des illusions, l'île de chocolat, enfin... Ah, mais c'était même plutôt marrant, l'île chocolat. C'est fort possible, c'est fort possible. L'île de riz... Enfin, moi, personnellement, j'aimais beaucoup le Stove Canyon, le canyon de la fournaise, en fait, où on se battait dans des fours avec de la lave et tout. Oui, ouais, c'est un fourneau. Pareil pour le monde de la théière, c'est une grosse théière. Le pays sorbet, c'est un glaçon avec un cornet par-dessous. Bref, il était optionnel, il fallait le découvrir, oui, dans le deuxième niveau du Sherbet Island, du Monty Pod d'ailleurs. En fait, il fallait faire 300 en hauteur et débloquer un bloc de puissance qui ouvrait une porte qui était connue, qui était cachée, qu'il fallait en fait trouver avec le costume qui permettait de voler. Enfin bref, toutes les subtilités d'un Mario pour trouver des niveaux cachés. Et ça, les amateurs de Mario World, je pense qu'ils ont dû s'y habituer parce que le jeu reposait énormément là-dessus. Alors Wario Land... Ah, question.
C'est pour ça que le but du jeu est extrêmement trivial. C'était investir l'huile cuisine. On est parti sur la bouffe. Désolé, c'est vrai que la bouffe, j'aime beaucoup ça moi aussi. On est parti sur l'huile cuisine. Ça parce que le but du jeu, c'était simplement, en fait, il y avait des pirates qui étaient investis sur l'île, mais qui avaient un fabuleux trésor et une statue de la princesse, tout en or massif. Et Wario, qui a été foutu à grands coups de pied aux fesses hors du château de Mario dans Mario Land 2, en fait, s'est dit, qu'est-ce que j'en ai à faire du château de Mario, étant donné que là, il y a tout un trésor. Et en fait, le but, c'est carrément s'enrichir, s'en mettre plein les poches pour en fait se payer son propre château soi-même. Donc on est loin du héros qui veut sauver la princesse. Là, non, on est du héros capitaliste à outrance qui en veut plein les, voilà, qui en veut plein les poches. Donc voilà, et une introduction qui est absolument délirante. Donc, voilà, en fait, déjà, vous avez noté que vraiment la taille des éléments graphiques, c'est sans commune mesure par rapport au premier Mario Land de 89. Et les décors en fond arrière sont assez simples, mais produisent un effet très efficace sur la Game Boy et sont directement tirés des niveaux du dôme de vanille de Mario World pour les connaisseurs et ceux qui s'en souviennent. En fait, et là c'est pareil, il n'y avait plus de score, vous avez donc toujours votre nombre de vies, mais en fait le principal compteur c'était ce qui est à côté, votre nombre de pièces. En gros, il fallait amasser fortune. Alors maintenant, je vais peut-être vous casser le suspense, mais je vais vous révéler une astuce de ce jeu en fait, qui vous permettra de peut-être pas de tout détruire, mais en bonne partie. Donc, si vous n'êtes pas disposé, mettez les mains sur les oreilles. Bon, je vois qu'on a des tricheurs au parfum, donc on va y aller. En fait, si vous mettiez le jeu en pause et que vous appuyez 16 fois sur la touche Select de votre Game Boy, vous aviez un petit carré qui apparaissait et vous pouviez comme ça, à toute discrétion, vous foutre 99 vies, 949 pièces, 99 cœurs et 999 secondes au temps. Donc, je ne vous répéterai pas la commande. Hein, maintenant, vous l'avez peut-être en tête, mais je vous la répéterai. Voilà. Oui, exact, mais bon. C'est exact. Mais ça, encore, ça peut encore aller de soi. C'était pas trop dur à trouver. Mais le coup d'appuyer 16 fois sur Select, il fallait quand même y penser. Mais c'est très juste. On sent le tricheur quand même. Hein. C'est pas bien, ça. Hein. Exact. Quoique le jeu était quand même très faisable, même sans ça. Hein. Quoique... Ouais. Il fallait refaire un paquet de fois, justement, parce qu'en fait, ce jeu-là avait aussi la bonne idée, et c'est bien de m'y amener, la bonne idée de reposer plusieurs fins. C'est-à-dire qu'en fait, le but de Wario, c'était clairement d'obtenir un nouveau château, mais en fait, à la fin du jeu, il devait affronter le capitaine des pirates. D'ailleurs, c'est marrant que le capitaine ne soit pas là quand on parle de lui. Il devait affronter le capitaine des pirates qui, en fait, détenait une lampe magique d'Aladin. Et une fois que le capitaine était vaincu, on avait la lampe magique, on sortait le génie, et en fait, le génie vous proposait de vous vendre quelque chose. Oh, voilà, non, il a besoin d'argent, oui, il a besoin d'argent. Par contre, la démo... Ah, mais en tout cas, la démo finale était très sympa, le personnage était expressif, c'était vraiment très sympa à faire. Et puis la taille des sprites des boss était quand même bien balèze. Et en fait, il y avait plusieurs fins, donc de la fin, la meilleure fin que je ne citerai pas pour pas gâcher, jusqu'à la pire où en fait on gagnait un petit nichoir pour oiseaux et Wario commençait à pleurer. Jusqu'à la fin où il gagne carrément, non pas son château, mais je le dis, sa planète à lui. Donc, en fait, pour ça, il fallait faire ce qu'on appelait un perfect game, c'est-à-dire trouver tous les trésors cachés, avoir un nombre de pièces suffisamment élevé pour avoir le 6e sac d'or supplémentaire qu'il fallait accorder au génie. Bref, un jeu vraiment qui, en plus, qui avait un double sens de lecture et des secrets, notamment la fameuse quête des trésors cachés qui était vraiment particulièrement bien pensée. Bref, un indispensable de la Game Boy. Et pour moi, le meilleur jeu du genre sur Game Boy, ce n'était pas Mario. Et à l'époque, je me rappelle que c'était même des sujets de dispute, mais en ce qui me concerne, Wario avait réussi à battre Mario sur Game Boy. Maintenant, la série des Wario Land s'est poursuivie, mais on va dire qu'elle a pris un virage artistique un peu différent, en ce sens que dans les Wario Land suivants, du 2 qui sur Game Boy jusqu'au 4 pour les Wario Land 10 plateformes, en fait, le passage est devenu increvable et c'était plus vraiment des jeux de plateforme, mais plus des jeux à mission, des jeux de puzzle où en fait il fallait faire telle ou telle mission dans chaque niveau. Et quand on se faisait toucher, en fait, on perdait son argent, donc ce n'était pas très utile. Ou pire encore, certains boss, les boss vous renvoyaient au tout début du niveau. Et étant donné que le jeu était très labyrinthique, en fait, c'était clairement les genres de jeux qu'il fallait, il fallait aimer la patience. Mais bon, le personnage était increvable. Ça peut sembler étonnant, mais le personnage étant increvable, c'était vraiment plus un jeu de puzzle platformer. Faut aimer le genre, Exact. Ouais, de ceux qui vous lançaient des gâteaux pour devenir plus gros, grâce à ça, vous pouviez casser des blocs et trouver des parties souterraines, ou devenir plus petit, devenir brûlé, ceux qui brûlent, voilà.
Enfin bref, vraiment, pour moi, ça tenait presque plus du jeu de puzzle à la Solomonski, pour ainsi dire, qu'à du Mario. Mais ça restait très agréable à jouer, même si, bon, bah, c'était quand même de sacrés casse-têtes. Pour arriver à tout débloquer dans Wario Land 2 et 3, il fallait quand même... il fallait avoir de l'imagination, hein, autant que les concepteurs. Hein. Exact. Ça, c'était dans Wario Land 4. Dans le 3 aussi, exact. Dans le 3 aussi. Mais dans Wario Land 4, ça a été un peu plus... Chaque dimension aussi. Par contre, Wario World sur GameCube avait été un petit peu décevant de ce côté-là. Un bon jeu, certes, mais bon, Wario aurait mérité mieux, à mon humble avis. Voilà. Maintenant, Monsieur Franz, je vous prie, la suite. Et là, nous arrivons à une autre date, une autre date énorme et tout à fait capitale. Alors, vous allez me dire que j'ai peut-être fait l'impasse et que j'ai peut-être zappé le Mario World All 2 et le Mario All Stars. Le Mario All Stars dont j'ai parlé, rappelez-vous, pour ce qui était de l'apparition du Lost Level en France. Finalement, Mario All Stars n'apportait pas grand-chose, hormis des graphismes refaits, et le Battle Game et le Lost Level. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, autant Mario All Stars est une très bonne cartouche, autant il est quand même un petit peu moins recherché que les Mario originels de la NES. La seule exception à la règle, c'était en fait le tout dernier pack Super Nintendo, le pack Ultimate Mario, qui comportait donc la console, les manettes et tout, plus la cartouche Mario All Stars, mais une Mario All Stars qui comprenait également Mario World. Donc en fait, c'était non pas 4, mais 5 jeux en un. Et cette cartouche-là, qui n'est jamais sortie en vente séparée, mais qui accompagnait le dernier pack Super Nintendo dédié à Mario, donc en un tirage plutôt limité, aux USA, oui, mais oui, j'aurais dû le préciser en début d'intervention. Mais pour l'instant, comme je pense que tout le monde n'était pas forcément au courant de ce qui passait aux USA ou au Japon, je prends pour référence les dates de sortie européennes et ce qui a été vendu en Europe. Ce qui, je le reconnais, est assez malheureux car nous étions toujours les derniers servis et souvent les moins bien servis. La faute aux 50 Hz, mais enfin bref, que voulez-vous qu'on y fasse? Si ça ne dépendait que de moi, ça aurait changé. Toujours est-il que donc cette compilation donc Mario All Stars et World est aujourd'hui par contre devenue très recherchée par sa rareté et évidemment commence à atteindre certains prix que la morale réprouve, en tout cas la mienne. Et au-delà de ça, nous avons également eu la Super Nintendo s'était dotée d'une puce qui permettait de gérer un peu la 3D et certains effets graphiques particuliers, le Super FX. Et cette puce a été améliorée pour donner le Super FX2. Le Super FX2 avait fait tourner Yoshi's Island. Alors Yoshi's Island qui était sous-titré Super Mario World 2. Mais en fait, Super Mario World 2, c'était clairement comme Mario Land 3 pour Wario, c'était clairement pour un appât commercial. Mais en fait, ce Yoshi's Island, déjà, on ne dirigeait pas Mario, on dirigeait Yoshi. Mario n'était plus un adulte, mais un bébé. Un bébé dont les hurlements ont dû faire criser beaucoup de joueurs. Hein. Voilà, mais je vous assure que les hurlements du bébé Mario étaient plus agaçants que les hurlements d'un vrai bébé. J'en sais quelque chose, j'en ai fait l'expérience. Hein. Oh là, oh là. Et donc, en fait, ce Yoshi's Island, finalement, en fait, c'était un jeu dans lequel Yoshi... Vraiment, c'est le premier jeu de plateforme dans lequel Yoshi était vraiment devenu le héros. Mais en fait, qui avait un rendu graphique très particulier, qui était particulièrement long, très bien fichu, et qui, pour certains même, est surclassé le Mario World, le premier du nom. Même si, bon, moi, j'ai jamais appelé Yoshi's Island Mario World 2, mais bon, c'est vrai que c'est un excellent jeu qui, encore aujourd'hui, mérite d'être connu, mais qui, pour moi, n'est pas spécialement dans la chronologie des Mario, en sens que finalement, si on réfléchit bien, Mario n'a aucune action possible, hormis celle de chialer quand il part dans sa bulle. Donc, bon, ça reste un très bon jeu de plateforme, mais pour moi, c'est pas spécialement un Mario. Exact. Mais c'était pas le réglage par défaut. Par défaut, c'est Yoshi qui cavale. Ça, il fallait se mettre en condition. Maintenant, bon, il y a un clin d'œil, c'est sûr. Et heureusement encore, il fallait bien justifier la présence du bébé et la présence du titre. Mais globalement, c'était avant même Yoshi's Story, c'est le premier jeu dans le deux plateformes dans lequel Yoshi était clairement passé du statut de personnage secondaire, certes récurrent, mais au statut de personnage principal. Donc en fait, bon, après, malheureusement, l'ère de la Super Nintendo est arrivée à son terme. Hein. Évidemment, les choses évoluent, pas toujours dans le bon sens, mais elles évoluent quand même. Et nous sommes arrivés donc à l'ère assez incertaine dans laquelle la 3D commençait un petit peu à s'immiscer. Et en fait, la transition entre le jeu 2D et le jeu 3D tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est à peu près faite avec ces trois consoles qui étaient la Nintendo 64, la Sega Saturn et évidemment la PlayStation, qui, à l'heure actuelle, est clairement sortie comme grande gagnante de cette confrontation en ces temps incertains du jeu vidéo. Cependant, il y avait quand même quelques personnages qui ne pouvaient pas craquer.
Notamment Mario, et nous voici avec Super Mario 64. Le principal, la nouveauté, c'est que là, Mario en fait passait à un gameplay 3D. Fini la 2D, un bon gameplay 3D. Et si je dis bon gameplay 3D, c'est que c'était assez rare, justement, les séries qui réussissaient leur transition. À part Mario et Zelda, d'ailleurs, je n'en vois pas énormément. Par contre, des séries qui ont bien souffert en cette époque-là, je peux vous en citer un paquet, mais bon, là n'est pas le sujet. Parlons de Mario 64. Mario 64 qui est vraiment devenu une des références du jeu de plateforme en 3D. Ouais, next, please. Et là, vous voyez par exemple, là, voilà, nous sommes clairement en 3D, l'affichage 3D qui était très bien réussi, l'affichage la caméra qui suivait les mouvements de votre personnage, voilà, était vraiment très très bien. Non, Mario 64 donnait une véritable impression de liberté. Maintenant, il y avait quand même quelque chose qui changeait, en ce sens que voilà, il n'y avait déjà plus de... La chose qui m'a toujours dérangé déjà, c'est que quand on plongeait, parce qu'il y avait des niveaux sous-marins, d'ailleurs particulièrement réussis, mais là, on avait carrément un compteur d'oxygène, ce qui n'était pas le cas dans les précédents, ce qui nuisait un peu à l'aspect recherche, je trouve. Mais du point de vue du gameplay, de l'impression de liberté, et surtout de l'inventivité des missions à accomplir et des niveaux à chercher, c'était vraiment ce jeu-là, vraiment, comme pour Mario World pour la Super NES, la nouvelle console de Nintendo, la N64, devait d'avoir son Mario et d'avoir un excellent Mario. Le pari a été parfaitement retenu. Même ceux qui sont comme moi réfractaires à la 3D, en fait, ne peuvent pas dire que le jeu n'était pas une réussite intégrale. Et à l'heure actuelle, encore, il reste un des jeux les plus mémorables de ce support qui, quand même, était un peu controversé à sa sortie et il est toujours aujourd'hui. Oui. Oui, la casquette Z de lapin, qui d'ailleurs, ça venait de Super Mario Land 2, qui en fait donnait des oreilles de lapin quand on prenait les radis pour faire voler. On sent le professionnel. Hein. Est-ce que ça t'arrive d'aller à l'école? Maintenant, je conçois que c'est plus agréable de jouer à Mario que d'aller à l'école, et tant même, ça peut être plus porteur. Hein. Non, ça ne sert plus à être invincible. Enfin, il faut en récupérer 120. Et ça, d'ailleurs... Voilà, bon. C'était une quête extérieure. Oui, oui, vers 96 ou 97, quand la console a commencé à se... c'est exactement ça. Hein. De toute façon, souvent, chez Nintendo, la politique, c'est quand tu avais une console qui sortait, le line-up devait... Sur le line-up était toujours les séries classiques de la maison, comme Mario, F-Zero, Zelda... Voilà, oui, il fallait bien. Et souvent, c'était même les meilleurs des supports en question. Maintenant, pour ce qui est effectivement les quêtes parallèles, pour vraiment finir le jeu en entier, il fallait en fait retrouver 120 étoiles. Et en fait, les étoiles ne savaient plus être invulnérables. C'était en fait des trophées à collecter. Et selon l'étendue de votre compteur d'étoiles à la fin, en fait, vous pouvez dire que vous aviez fini le jeu dans sa intégralité ou pas. Donc Mario 64 qui est un tournant vraiment fondamental dans l'histoire du personnage et de son gameplay, avec un gameplay en 3D intégral très réussi, même s'il faut quand même reconnaître que certains joueurs ont plus ou moins été largués dans en fait, voilà, les joueurs qui étaient habitués à jouer à 100 2D, s'adapter à un gameplay 3D, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Certains joueurs n'y sont pas arrivés, dont votre distingué serviteur qui malheureusement n'a sûrement pas pu apprécier ce jeu à sa juste valeur. Mais enfin, bref, que voulez-vous, hein, on ne se refait pas. On peut passer au suivant. Alors là, nous arrivons... Là, vous allez voir déjà qu'il y a eu un énorme bond dans le temps qui a été fait. Mais il faut quand même bien se dire qu'en 96-97, en fait, Nintendo, finalement, et c'est amusant, avait complètement chuté de sa position de leader du marché. Et en fait, n'a survécu que grâce à une licence de monstre de poche, pour ainsi dire. On va dire que c'est les Pokémon qui ont vraiment, en grande partie, assuré non pas la subsistance, car je pense pas que Nintendo aurait coulé du jour au lendemain, mais en tout cas assurer l'actualité de Nintendo grâce, rappelez-vous à l'époque, Gonna Catch Them All. Vraiment, il fallait vraiment dormir 23 heures par jour pour ne pas entendre parler des Pokémon, quoi. Non, c'était pas fait. Non, oui, c'était pas fait pour Nintendo, mais en fait, Nintendo a tellement commercialisé le filon. C'est un petit peu comme Kirby. Aujourd'hui, c'est Nintendo qui s'est approprié, mais de base, Kirby, c'est HAL Laboratory qui a créé le personnage. Alors qu'aujourd'hui, Kirby est au niveau d'un personnage récurrent Nintendo, tout comme Mario, Samus ou Link. Alors que de base, Kirby, ce n'est pas une création de Nintendo. Et ça, c'est bien, il faut le préciser aussi. Hein. Enfin bon, les grandes boîtes, vous savez, hein, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais quand elles sentent qu'un filon est porteur, voilà. Alors Mario Sunshine. Alors Mario Sunshine qui est arrivé avec la nouvelle console de Nintendo, la GameCube. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce que la Nintendo 64 n'a pas été plus mise à contribution? Simplement parce que la Nintendo 64, certes qui était une console qui avait d'énormes possibilités, était à mon humble avis tout sauf un digne successeur à la Super NES.
La Nintendo 64, déjà, qui était la dernière console de cette génération à vouloir rester sur le format cartouche, ce qui, en fait, n'était pas dû à des raisons pratiques, mais à des raisons pour éviter la duplication. Car la duplication, en fait, avait déjà fait quelques ravages sur le marché des jeux micro. Mais forcément, l'apparition du mode CD, voilà, ça a permis de faire quelques petites entorses au code de la propriété intellectuelle et industrielle, que nous avons tous fait, je pense. Hein. Ne faites pas les hypocrites, en tout cas. Et donc, en fait, finalement, la Nintendo 64, disons-le, hein, a été la console représentative d'une période très incertaine pour Nintendo et a été, en tout cas, face à la PlayStation qui a absolument tout raflé sur son passage, sans qu'on l'attende là d'ailleurs. La Nintendo 64 n'a pas été un échec commercial, mais en tout cas, du point de vue de la direction artistique et de l'évolution du jeu vidéo, la Nintendo 64 n'a pas vraiment fait les beaux jours de Nintendo, même si ses chiffres de vente étaient honorables. D'ailleurs, à ce propos, il faut quand même savoir que la PlayStation, la Sony PlayStation, au début, c'était un projet de CD-ROM, d'extension CD-ROM pour la Super Nintendo. C'est pour ça que vous regarderez sur les dernières générations de Super NES, en bas, il y a une prise spéciale qui devait servir à ça. Nintendo avait conclu un accord avec Sony, car Sony à l'époque brillait beaucoup dans le marché de la hi-fi vidéo. Rappelez-vous, remettez-vous dans le contexte pour ceux qui l'ont connu, en 93-94, on n'aurait jamais pensé que Sony allait rentrer dans la course et que Nintendo allait passer de la position de leader dominant à la position d'outsider. Et c'est pour ça qu'en fait, les deux géants japonais avaient tenté de s'allier pour créer un support d'extension pour concurrencer le Mega CD, car la console de Mega Drive avait eu son extension CD, qui, à mon humble avis, était un échec tant artistique que technique. Mais bref, je suis quelqu'un de très sévère, hein, donc mon avis n'est pas forcément le vôtre, j'en suis conscient. Toujours est-il que donc il devait y avoir la Super Nintendo PlayStation de base. En fait, PlayStation, c'était le nom que devait revêtir l'extension CD-ROM de la Super NES. Alors évidemment, Nintendo, qui dominait le marché à l'époque, a vu un petit peu grand. Sony, qui était certes un leader sur le marché de la hi-fi vidéo, mais qui ne connaissait rien au monde du jeu vidéo, pour ainsi dire, Nintendo les a un peu pris de haut et a tenté de renégocier le contrat, mais en position dominante, ce que Sony n'a pas accepté. Donc le projet a capoté comme ça. Sony a quand même développé quelques jeux vidéo à l'époque pour la console Super Nintendo. Alors, on a eu du très très bon et du très mauvais, mais bon, on va dire que Sony a eu ses premiers contacts dans le monde du jeu vidéo grâce à Nintendo. Et en 96-97, finalement, est apparue cette espèce de drôle de machine qui sont appelées non pas la Super Nintendo PlayStation, mais la Sony PlayStation, avec le mode CD et tout. Et en fait, suite à un battage publicitaire très réussi, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais en fait, c'était des panneaux publicitaires avec une PlayStation carrément collée dessus, et c'était marqué dessus une échelle 800 francs, une PlayStation 1500 francs, 3 mois à l'hôpital 15 000 francs. Donc une publicité plutôt originale. Rappelez-vous la publicité à la télévision, le comité anti-PlayStation avec une espèce de docteur complètement fou, bref, qui est encore plus fou que soi-disant que l'image du gamer complètement attardée. Voilà, complètement décalé. Il y a eu des pubs un peu plus vicieuses, mais qui ne sont pas passées en France. Je vous le dis ou pas? Je vous le dis ou pas? Allez, allez, je vous le sors. Voilà. Non, mieux que ça. En fait, la publicité se passait dans un grand restaurant français, parce qu'à l'étranger, les grands restaurants sont forcément français. Remarquez, je comprends pourquoi. Hein. Entre un Maxime et un McDo, moi, mon choix, il est vite fait, hein, même s'il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre. Alors, ça se passait dans un grand restaurant français, et nous avions une chorégraphie qui mettait l'entrée. Alors, l'entrée, c'était un espèce de vol au vent, une salade aux fruits de mer. Nous voyions le chef qui se sortait un gros Mickey, et qui le calait dedans. Bon. Très bon goût. Ensuite, le plat de résistance. Le plat de résistance qui était une espèce de jardinière de légumes avec un pavé de drumstick. Le gars prend le pavé de drumstick, descend aux latrines, essuie copieusement les latrines avec le pavé de drumstick, le pose dans l'assiette et va le servir. Et ensuite, le dessert, donc qui est un gâteau, une espèce de baba flambé. Nous voyons donc le pâtissier qui prend une bonne gorgée de rhum, qui la crache sur le gâteau avant de le flamber et qui sert. Après, c'est marqué PS, post-scriptum. PS, please stay at home to play. PS, PlayStation. On est loin de Mario et c'est une publicité. C'était la publicité aux États-Unis de la Sony PlayStation qui a été diffusée entre 96 et 98. Donc, vous voyez, ces messieurs faisaient preuve de beaucoup d'imagination. Mais bon, je vous rassure, c'est pas pour autant que moi, ça m'a dégoûté de la cuisine française qui est ce qu'elle est, quoi. Mais donc, revenons-en à nos moutons avec Mario Sunshine. Alors, Mario Sunshine, en fait, qui était un peu comme Mario World
qui avait comme point commun avec Mario World et Mario 64 d'être le Mario initial du lancement de la nouvelle console de Nintendo, GameCube. La GameCube qui était la première console qui a enfin fait passer Nintendo à la technologie, non pas CD, mais mini CD. Il faut rien comme tout le monde, ces gens-là. Hein, et aussi, oui, aussi que le format mini CD, plus tard comme le format AMV, était quand même plus difficile à craquer, même si évidemment quelqu'un décidé, il y arrive, et ça y est arrivé d'ailleurs. En fait, Mario Sunshine, là, le but, c'était à nouveau, en fait, Mario prenait des vacances. Mario, en fait, on avait assez toujours de courir derrière la princesse qui passait son temps à se faire enlever. Et Mario, en fait, essayait de prendre des vacances sur l'île, non pas Dinosaur Island comme Mario World, mais sur l'île des dauphins, Delfino Island. Seul problème, c'est que Delfino Island, d'un seul coup, en fait, au moment où Mario, le pauvre, prenait ses vacances, avec la princesse, avec Todd, avec Luigi, bref, avec toute la smala. Hein, non, il n'y avait pas Luigi, exact, il n'y avait pas Luigi. Mais en fait, la princesse était là, mais surtout qu'en fait, son esprit a été capturé et s'est formé un Mario fait à base d'eau. Un Mario liquide qui s'appelait Nisé Mario, si je me rappelle bien. Voilà, comme ça, enfin bon, aussi. Toujours est-il que donc, en fait, la princesse se fait à nouveau enlever, je vous le donne en mille, hein, je vous le donne en mille, et que Mario, en plus, était accusé d'avoir complètement dégueulassé l'île magnifique de Delfino Island, qui était bourrée de graffitis, bourrée de déchets de partout et tout. Et donc là, non seulement le pauvre Mario devait à nouveau sauver la princesse, qui, bon, bah, hormis dans Mario 2 et dans Princess Peach ensuite, bah, finalement ne savait pas grand-chose à part se faire rapter. Des shines, qu'on appelait les 120 shines. Il y avait 120 shines à attraper. Mais avant d'en arriver là, en fait, il fallait déjà d'une part sauver la princesse, mais surtout accomplir les niveaux et surtout nettoyer l'île de Delfino Island. D'où le principal accessoire dont Mario s'était vu affubler, une espèce de pompe. Une pompe, genre un Karcher. Hein. Je ne vais pas faire de la pub de la marque. Quelqu'un d'un peu plus petit que moi et de mal intentionné s'en a occupé il y a quelques années déjà. En fait, le Mario en question, en fait, devait nettoyer, en fait, faire en sorte de se dédouaner déjà d'être responsable du mauvais état de Delfino Island et donc sauver la princesse. Alors bon, Mario Sunshine, bon, en fait, Mario Sunshine, et là pour le coup, même certains l'ont reconnu, Mario Sunshine était un petit peu la coupure dans la chronologie qualitative de Mario, en ce sens que, certes, c'est toujours tout à fait louable quand des éditeurs veulent toujours apporter des nouveautés, surtout avec une licence aussi connue. Cependant, il s'avère quand même que les choix artistiques étaient quand même assez malheureux. Alors, en ce sens, assez malheureux, je m'en explique. Déjà, il faut savoir tout de suite que la principale critique qui a été faite à Mario Sunshine, même si l'univers de Delfino Island était très coloré, très festif, très beau, donc ne démarquait pas de l'univers visuel de Mario. En fait, le problème, c'est que la caméra qui suivait les mouvements du personnage était loin d'être aussi fiable que celle de Mario 64. Et en fait, de temps en temps, provoquer des bugs ou des situations complètement aberrantes, dont la pire, et qui m'est arrivée, c'est pour ça que d'ailleurs je m'en souviens, comme l'a dit notre contributeur ici présent. En fait, le but, autant il y avait des étoiles à qualité dans Mario 64, autant dans Mario Sunshine, je me rappelle bien, c'était des pièces qu'on appelait les shines. Le problème, c'est que ces shines n'étaient pas toujours faciles à faire émerger. Donc souvent, il y avait des combinaisons, des conditions très particulières à remplir. Mais mettons que vous faisiez apparaître une shine, une de ces pièces géantes. Donc, de temps en temps, si vous la faisiez apparaître au moment et que la caméra décidait de tourner à ce moment-là, votre shine apparaissait dans le mur et la pièce, l'item que vous êtes quelque peu embêté pendant une demi-heure à faire les différentes missions et à remplir les conditions en question, apparaissait dans le mur et là, elle pourrait la prendre. Bonjour messieurs, vous avez perdu une demi-heure. Ces problèmes de gestion de collision et de gestion de caméra n'ont pas vraiment plaidé en faveur du titre, mais surtout la pompe en elle-même. Alors parlons-en un petit peu de la pompe. La pompe, en fait, c'était pour nettoyer les murs, donc une pompe à pression hydraulique. Mais seulement, cette pompe-là, en fait, avait un énorme défaut. Et c'est d'autant plus dommage que dans Mario Sunshine se trouvait déjà beaucoup de clins d'œil aux anciens Mario, c'est-à-dire où on avait carrément des passages en 2D, mais en 2D pur, avec des remixes des bandes sonores des Mario anciens. Bref, en fait, un Mario qui faisait clin d'œil à Mario, c'était toujours bien. Mais, ah oui, un clin d'œil au premier Mario, tout simplement. Le seul souci, c'était que cette pompe, en fait, elle flinguait tout l'aspect plateforme du jeu. C'est-à-dire que normalement, un jeu de plateforme, si vous faites un grand saut, vous atteignez votre objectif, c'est très bien. Mais si vous vous ratez, c'est soit une chute dans le vide. Et d'ailleurs, les chutes dans le vide de Mario 64 étaient très amusantes. On voyait le personnage tomber, mais tomber, avec un gros zoom dessus. D'ailleurs, Mario a commencé à parler à ce moment-là. À mon humble avis, il aurait mieux valu continuer de la fermer, mais ce n'est pas grave. Donc,
Dans Mario Sunshine, il était quasiment impossible, et je dis bien impossible, de mourir en tombant dans le vide. Grâce à quoi? Grâce à cette pompe. Alors vous allez me dire, dans les autres Mario, on pouvait voler. Voilà. Vous allez me dire que oui, heureusement encore, sans quoi. Bah, en fait, voilà, heureusement d'ailleurs, sans quoi. Vous allez me dire que dans les autres Mario, comme dans Mario 3 ou même Mario 2 avec la princesse, on pouvait voler. Mais on va dire que les étapes à franchir et la durée des capacités de vol étaient quand même calculées de façon à qu'on ne puisse pas passer tout son temps à voler. Mais on va dire que certains passages, certains creux à franchir étaient quand même calculés en fonction. Et que bon, certains, voilà, en fait, même en étant équipé pour pouvoir voler, à l'exception des ailes de puissance illimitée qui étaient valables à un niveau dans Mario 3, il était impossible de se faciliter la vie en volant tout le temps. Mario Sunshine ne déroge pas à la règle. Cependant, cette espèce de pompe permettait beaucoup trop souvent de corriger des erreurs qui n'ont été fatales jusqu'à présent. Et dans la construction du jeu, mais très rare, pour ne pas dire pratiquement inexistant, étaient les creux justement qui n'étaient pas récupérables en cas d'erreur. Ce qui fait qu'en fait, tout l'aspect plateforme du jeu, à mon humble avis, était complètement flingué. Et conjuguer ça avec les problèmes de caméra, et puis surtout cette ambiance, et surtout la fin, on ne peut plus démente, selon laquelle on apprend qu'en fait Bowser, vous savez, celui qui a enlevé Peach tout le temps, qui a enlevé la princesse tout le temps, et votre méchant, voilà, bref, le méchant récurrent de l'histoire, était en fait personne d'autre que le fils de la princesse Peach. L'histoire ne dit pas qui était le père, et je ne veux pas savoir à quoi il ressemble. Également, d'ailleurs, l'histoire non plus ne dit pas qui était le père des enfants de Bowser, les enfants de Bowser qui ont servi de boss à Mario World, Mario 3 et actuellement au New Mario Bros. Wii et DS. Mais toujours est-il que cela voudrait dire simplement qu'en fait, depuis le début, en fait, Bowser est un fils indigne et passe son temps à enlever sa mère. Donc, excusez-moi, mais on va dire que les scénaristes de Mario Sunshine, dans les derniers, oui, mais dans le premier, je me souviens, le Bowser classique, c'était... Voilà, enfin bon, toujours dit que le Bowser classique, on apprend que c'est le fils de Peach. Alors, je veux pas savoir comment s'est passée la naissance, hein, j'ose pas imaginer d'ailleurs. Voilà, ah non, j'ai déjà vu des vidéos un peu tordues sur Mario, mais pas à ce point quand même. Et... exact. Tout ça, on l'apprend en fait, on l'apprend même pas à la fin, on l'apprend au déroulement du jeu. Au moins de ce côté-là, il y avait quand même une certaine intrigue, il faut le reconnaître. Voilà, il fallait... Ah oui, mais c'est... Mais bon, ouais, votre vision est très bonne, mais on va dire que la plupart des gens qui ont vu ça, est-ce qu'ils pensaient que tout le monde aurait vraiment eu l'idée de justement de faire des figures acrobatiques avec la pompe? La pompe le permet également, mais en s'améliorant, voilà, tout à fait. Mais très sincèrement, moi, je n'ai jamais eu ce problème-là en tout cas. Peut-être que j'étais trop bon à ce jeu, mais je comprends ce que vous voulez dire. Hein, Ah non, mais on va dire que même globalement, à l'époque, je me souviens des critiques dans les magazines, en fait, lui avait carrément donné deux notes. Une note pour ceux qui découvraient Mario, donc forcément, qui découvraient Mario avec un jeu aussi bon que celui-ci ne pouvaient pas être déçus, mais également une note à ceux qui avaient connu Mario 64 et le Mario antérieur, et pour eux, le jeu était un poil plus décevant. Maintenant, ah ben, je les ai connus plus doués, les petits Japonais, alors, hein, franchement, quand on voit ce qu'ils nous font aujourd'hui, oui. Ah, bah chacun ses goûts, hein. Votre distingué orateur a les siens, mais il est tout à fait ouvert à écouter les autres. Et heureusement que mes goûts à moi ne sont pas universels, sans quoi je finirais par m'ennuyer, moi. Mm, très juste. On peut courir sous l'eau, on peut voler, on peut tracer des trucs en l'air, on peut même carrément... Ouais, on peut même carrément s'en servir comme réacteur arrière. Et si des joueurs assez doués peuvent carrément faire des en inversant la pression de leur pompe. J'ai vu ça mais ça vraiment, il s'agit vraiment de joueurs, surtout dans des conditions de speedrun par exemple. Et bon, bah. Et en parlant de la pompe, il y a des niveaux des fois, si Mario il t'enlève la pompe pour aller Oui, chercher. et c'est à mon humble avis les niveaux les plus intéressants du jeu, ça. C'est les passages les plus intéressants du jeu quand on est délesté de la pompe. Ça permet de revenir au bon vieux. Voilà, c'est ça. C'est aussi normal comme ça que c'est ce que j'appelais justement les clins d'œil au Mario old school. Même si ces passages n'étaient pas forcément tous en 2D, mais il y en avait quelques-uns. Et moi, personnellement, c'est les passages que j'ai préférés. C'est ce que j'ai vraiment le plus intéressant du jeu. Et c'est ce qui, pour moi, le sauve du naufrage intégral. Maintenant, je le répète, je suis très sévère. Ça, j'en ai bien conscience. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Ouais, mais c'est déjà beaucoup moins intéressant alors. Ah, on a vraiment des experts, hein. Franchement, si j'avais su, j'aurais amené ma GameCube avec le jeu et vous nous auriez fait une démonstration en live. Donc, maintenant, je pense qu'on peut dire de ça que finalement Super Mario Sunshine est un très bon jeu dans l'absolu, mais il suscite une controverse quand même. Et on va pouvoir passer au suivant. Donc voilà, un exemple typique, hein, enfin des premiers screenshots du jeu. Donc vous voyez en tout cas que la qualité graphique y est. Et globalement, l'univers est très coloré, très appréciable, très enfantin, avec notamment ce joli petit compteur de Shine, la pièce soleil. Bref, voilà. Voilà, là il les a toutes, oui. C'est pour ça, j'avoue que c'est un screenshot que j'ai pris sur la toile, car moi je n'ai pas eu la patience de trouver les 120 shine. J'aurais dû amener ma compagne qui l'a fait elle, mais moi on va dire que moi, franchement le jeu quand même globalement m'a laissé une impression très mitigée, il m'a pas motivé à aller jusqu'au bout. Mais bon après tout, ça, hein, les dégoûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On va passer au suivant. Et là, maintenant, voilà. Là, après. D'ailleurs, c'était assez amusant. La Nintendo 64 et la GameCube, finalement, n'ont pas vraiment été honorées d'autant de Mario que les consoles précédentes de Nintendo. Mais voilà. Mais en fait, il faut dire que Nintendo, à cette époque-là, franchement, en fait, a commencé à se remonter un petit peu avec la GameCube, mais il restait quand même encore bien dans l'ombre de Sony, notamment après la PlayStation 1, logiquement, la PlayStation 2. On a également eu l'entrée de Microsoft ensuite dans la course. Alors que personne ne s'attendait à ce que Microsoft entrasse, encore un jour imparfait, entra dans la course à cette époque. Toujours est-il que Nintendo, à l'heure actuelle, Nintendo, on va dire qu'a reconquis une place au soleil. Mais maintenant, quand on demande quel est le leader du marché du jeu vidéo domestique, autant au début des années 90, c'est clair que la réponse, la sollicitation, c'était soit Sega, soit Nintendo. Là maintenant, Sega, de toute façon, est retourné en arcade et a laissé tomber la production console. Et voilà, toujours éditeur de jeux, mais plus comme avant. Hein. Et globalement, maintenant, Nintendo reste un concurrent, mais on ne peut plus dire que ce soit vraiment le leader. Là, entre Sony et Microsoft, Bref. Toujours est-il que nous arrivons ensuite à la génération de la Wii. Alors, nous revenons aux étoiles. Et la Wii, en fait, finalement, la Wii, là, je rejoins ce que tu dis, la Wii est une console qui était pensée pour être familiale dès le début. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que c'est la console qui a généralisé ce qu'on appelle le casual gaming, c'est-à-dire que, juste pour... jouer intergénérationnel, jouer juste pour s'amuser. Et c'est vrai que ça peut se comprendre aussi. En fait, le jeu passe à un niveau de genre de passe-temps. Et dans un sens, c'est même plutôt bien. Enfin, pour les plus anciens, ça peut être une trahison. Mais pour les plus récents, c'est même plutôt bien. Ça démocratise le genre et ça permet des soirées en famille sur Wii Fit. Moi, j'ai essayé Wii Fit une fois, j'ai glissé avec mes chaussettes et je me suis fait très mal quelque part, donc j'ai pu retoucher depuis. Toujours est-il que nous sommes... Voilà, on va dire que moi-même, je n'aurais jamais osé faire le parallèle entre un jeu sur Wii et l'utilisation des latrines. Mais enfin voilà, pour l'enregistrement, c'est Franz qui a fait ça, donc envoyez toutes vos réclamations à Franz, pas à moi. Hein. Ah oui, de ce côté-là, oui, c'est vrai que l'aspect familial a vraiment, vraiment bien marché. Et c'est vrai que la Wii, aujourd'hui, la Wii U, jouit comme une popularité qui est, à mon avis, supérieure à celle de la PS3, bien supérieure à celle de la PS4. Et je ne parle pas de la Xbox One qui est encore sortie récemment, mais qui n'a pas vraiment eu encore l'occasion de faire ses preuves, même si les premiers retours que j'ai eus sont assez négatifs. Mais bon, je ne peux pas en faire moi-même. Je n'ai testé qu'un seul jeu sur Xbox One, qui en plus m'a laissé un avis très négligé. Hein, j'ai testé le Killer Instinct HD, quoi. Bon, on va dire que pour quelqu'un qui a connu les deux premiers killers à l'époque, on peut se passer de celui-ci, mais enfin, bref, n'essayez pas de me faire divaguer. Hein, Et donc, nous arrivons à Mario Galaxy. Alors, Mario Galaxy. Ouais, exact. Et qui est quand même beaucoup plus, à mon avis, bien plus charismatique déjà que l'était Waluigi ou le Mario Flotte du Mario Sunshine. Alors, Mario Galaxy. Et ensuite, ce Mario Galaxy, finalement, qu'en dire ?
Bah, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, et ça m'en coûte de le dire parce que je suis resté très, très ancienne école, mais à l'heure actuelle, nous avons là au monde de Mario un jeu qui a accompli un effet comparable à celui du Mario 3 sorti en 1991, car nous avons indubitablement là un jeu non seulement très conceptuel, très agréable et surtout qui a gommé tous les défauts de caméra et de maniabilité qui pouvaient encore gangréner le Mario Sunshine. Ils ont tiré les leçons de leur erreur. D'où le Mario Galaxy actuel, le premier Mario Galaxy. Alors, rien que, je suis désolé, mais bon, comparer la jaquette du Mario Sunshine, où on voit le Mario comme ça avec sa pompe qui a l'air un peu stupide, je trouve, et là, un Mario qui renverrait Superman au rang d'enfant de cœur, je m'excuse, je suis désolé, mais moi, personnellement, je vois ça me fait beaucoup plus saliver que ce qu'on a vu jusqu'à présent avec Mario Sunshine. Franz, je te prie. Mais l'estocade a été portée. Autant j'avais comparé Mario Galaxy au Mario 3, autant l'estocade sur Wii a été portée avec le Super Mario Galaxy 2, qui, à mon avis, pour la génération d'aujourd'hui, a dû produire le même effet que le Mario World avait produit sur notre génération à nous, vieux croulants qui sont les trentenaires, voire les quadrats d'aujourd'hui. Mario Galaxy 2 qui non seulement a continué de corriger, a repris les éléments qui avaient déjà le Mario Galaxy 1, qui étaient les corrections nécessaires de Mario Sunshine, mais en plus qu'ils les ont améliorés avec une aire de jeu absolument titanesque, des objectifs absolument grandioses à accomplir, et bien évidemment une maniabilité parfaite et une rejouabilité qui frise l'infini. Nous avons décidément nos deux jeux. Ouais, je vous proposerais presque même bien de venir à côté de moi si vous voulez. Eh ben allez, venez messieurs, vous gênez pas, j'ai encore bouffé personne. Hein. Je vais donner la parole au premier. Oui. Au fait, le petit nom quand même, c'est plus sympa pour l'enregistrement. C'est Vincent. Vincent, donc un grand connaisseur de Mario. Hein. La valeur ne doit pas nombre des années. Vas-y, à toi. Aussi, tu peux jouer à deux, c'est bien ça. Mais le Luma, il peut bloquer, il fait bien, mais c'est juste, moi je préfère avec Mario. Hein. Oui. Ouais, tu fais rien. Et aussi, Yoshi peut se transformer aussi. Il a des petites transformations pour lui-même. Il était jaloux. Oh, il y avait déjà les Yoshi de couleurs différentes dans Mario World. Hein, mais c'était pas le Yoshi vert qui se transformait, sauf dans certains cas quand il chopait les ailes de Yoshi, où il devenait Yoshi bleu. Mais on va dire que de base, de toute façon, il y avait en fait un Yoshi vert classique et les autres œufs de Yoshi qui en fait étaient des Yoshi jaunes, rouges, bleus et voilà. Ils sont, là où je me souviens plus du dernier, la honte sur moi, mais enfin je le retrouverai. Donc, couleur primaire. Voilà, prends encore la parole et Théo. Donc Théo, un autre expert. Vas-y. Déjà, la première transformation, c'est avec un piment, Yoshi peut courir très rapidement. Il peut aussi courir sous l'eau, sur l'eau. D'ailleurs, je remarque un truc, Yoshi ne peut pas plonger. Non, il ne sait pas nager. Il sait juste flotter, quoi. Yoshi n'a jamais su nager. Même dans les niveaux de Mario World sous-marin, on pouvait garder Yoshi, mais en fait, c'était Mario qui faisait tout, contrairement à ce qui se donnait. Et dans Mario World, Yoshi étant un vrai trouillard, on ne pouvait faire ni château ni ghost house avec lui. Exact. Après, il y a aussi la transformation ballon pour un fruit rond, bleu, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une pomme. Mario pouvait déjà enfler et devenir limite comme Montgolfière dans Mario World en prenant les ballons. Certains niveaux d'ailleurs étaient particulièrement pénibles avec ça. Je pense aux connaisseurs, ceux qui se souviennent des niveaux de la Star Road spéciale de Mario World avec l'infect tubular qui reposait là-dessus et qui était un niveau, à mon avis, le plus dur de tout le jeu, qui m'a fait à l'époque m'arracher ce que j'avais de cheveux. Donc, et donc voilà, en fait, pour ce qui est donc sur Wii actuellement, Mario Galaxy et Mario Galaxy 2 qui sont à mon humble avis aujourd'hui les Mario 3 et World de ce qu'on avait nous à l'époque du point de vue des générations. Franz, on peut passer au suivant. Et bien évidemment, maintenant, là, l'image que vous voyez va peut-être vous intriguer qu'on arrive vers la fin. Mais avant de conclure, il serait quand même un petit peu faux de ne pas parler de l'impact général de Mario. Et quand je dis impact général, c'est qu'en fait, Nintendo nous a foutu un moment du Mario à peu près partout. Mais vraiment à peu près partout, je crois que c'est pas grand-chose, c'est peu de le dire. Alors évidemment, on pensera évidemment les premiers caméos de Mario, notamment prenons par exemple sur Game Boy ou sur NES. Rappelez-vous Punch-Out par exemple, qui était une simulation de boxe mais très particulière, qui en fait pour moi est carrément l'ancêtre du Rhythm Game. En fait, l'arbitre entre les rencontres, c'était Mario, qui allait arbitrer jusqu'à la rencontre finale où on affrontait Mike Tyson en personne, le genre de personnage complètement invulnérable qui d'un coup vous envoie au tapis alors que vous, il lui en faut une cinquantaine et avec un bon timing pour espérer l'approcher une fois. Donc voilà. Quelqu'un dans la salle a déjà battu Mike Tyson dans Punch-Out ?
Parce que si quelqu'un l'a fait, il faudra qu'il me donne des cours. Hein. Moi, ça fait depuis des mois que je bloque dessus. Alors, je vais pas dire ça si je le vois vraiment dans la vraie vie, mais on va dire que Mike Tyson, franchement, c'était vraiment un salopard dans le jeu. Hein. Mais on va dire que si je le vois dans la vraie vie, je ne lui dirai pas ça en face. Hein. Vous comprendrez aisément pourquoi. Hein. Ensuite, on a eu pas mal de puzzle games en fait qui ont repris l'univers de Mario. Ben, tout le monde voit le premier classique, hein, Dr Mario, qui était un excellent jeu qui n'a pas pris une ride à mon avis. D'ailleurs, qui a été réédité récemment dans de nouveaux modes qui offrent le mode classique et des nouveaux modes de défi qui ont été réédités, je crois, sur Wii U en dématérialisé. Pour l'année du Luigi, ils ont fait un Dr Luigi. Exact aussi, oui. Après, nous avons eu sur Game Boy, par exemple, nous avons les tout premiers jeux Game Boy qui s'appelaient, par exemple, des jeux tout simples, comme golf ou tennis ou quoi que ce soit. Il fallait toujours du Mario. Le golfeur dans golf, c'était Mario. L'arbitre de tennis, c'était vraiment un tennis tout simple, mais très addictif sur Game Boy, c'était Mario. Dans le premier casse-brique de la Game Boy, qui s'appelait Alleyway, comme par hasard, le pilote, c'était Mario. Et un des derniers mondes, c'était un Mario pixelisé. Voilà, c'était un Mario pixelisé à détruire. Alors, bien sûr, après, on a eu des simulations de golf. On avait une S Open où c'était Mario qui jouait. Un jeu très sympa, d'ailleurs, auquel on pouvait rejouer plusieurs personnages et chacun avait des forces et des faiblesses. Genre, le swing de Mario était ravageur. Par contre, les tirs de précision, c'était plus la princesse. Enfin, des choses comme ça. Et bien évidemment, après, on n'a eu pas que Mario. Il y a eu Luigi, donc le Dr Luigi, Wario, donc avec Wario Land, qui est apparu. Après, Yoshi, qui a également eu toute une série de puzzle games, notamment Yoshi au Japon, traduit en européen par Mario et Yoshi, qui était un puzzle game en fait, où il fallait empiler des éléments de Mario. On a également eu des jeux de plateforme, donc le fameux Yoshi's Island. Le Yoshi's Island qui a été ensuite reporté récemment sur Wii U, si je ne me trompe pas. Voilà, autant pour moi, 3DS. Hein, on voit les plus jeunes que moi quand même. Hein. Il y a également eu le Yoshi Story sur Nintendo 64 qui était vraiment très sympa. Oui. Ils ont pris comme nom Mario. Et pourquoi il est plombier? Et je pense pas qu'il fasse plombier dans les jeux. Non, alors pourquoi Mario? Comme je l'avais dit en début d'intervention, en fait, il y a tellement eu de raisons. Il y a une raison qui est la bonne de toutes celles qu'on a entendues. Mais en fait, on a tellement eu d'extrapolation, tellement eu de trucs, à mon avis, même complètement fantaisistes, que ça n'est pas devenu au rayon de la légende urbaine la raison qui donne que Mario est vraiment Mario. Maintenant, pourquoi plombier? Simplement parce que le premier Mario, en fait, vu qu'ils ont inventé le principe de vase communicant dans le Mario Arcade de 83, ils ont mis des tuyaux. Et vu qu'au début, Mario, donc Jumpman, se battait sur des échafaudages face au Donkey Kong pour essayer de sauver la princesse Pauline. En fait, au début, il a dit que c'est logique que Mario fût charpentier et ébéniste plutôt que réellement plombier. Mais dès le Mario 82 arcade de 83, il y avait des tuyaux, les niveaux étaient communicants, le principe tuyau était gardé. Et étant donné que quelqu'un qui bosse au contact de tuyaux, c'est plus facilement un plombier que vraiment un charpentier. Donc, en fait, ils ont gardé charpentier. Maintenant, il y a quand même eu, notamment dans Mario Land 2, un petit clin d'œil. Il y a la Mario Zone, en fait, dans laquelle Mario Zone, en fait, on voit qu'il se construit au fur et à mesure. Mais en fait, se construit à mesure, de la même façon que se construirait un meuble. Et en fait, c'était après, on s'est rendu compte, extrapolation ou pas, mais que c'était peut-être un clin d'œil à la première profession de Jumpman, qui était celle de charpentier. Et donc, voilà, pour en finir à ça, évidemment, après, on a eu tous les spin-offs, on a eu Mario Kart, on a eu... En fait, Mario a tout fait, hein. Docteur, arbitre de boxe, pilote de sous-marin, pilote d'avion, chauffeur de kart. Bref, Mario a vraiment tout fait dans sa vie. Mais bon, et ce sera pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de Mario... Oui, quand on parle de Mario, c'est surtout à son activité de bouffeur de champignons et de sauveur de princesses à laquelle on pense. Et comprenez bien qu'après tout ce qu'il tout ce qu'il a fait, et surtout, je pense, toutes les heures de jeu et, disons-le, de bonheur qu'il a apporté à des générations et qu'il continue d'apporter, et d'ailleurs, quel que soit le jeu de Mario, même les tout premiers comme le Mario de 85, aujourd'hui, pratiquement 30 ans après, finalement, sont encore des modèles de gameplay et si certes portent leur âge, n'en reste pas moins vraiment très agréable à jouer. Vous comprenez bien que Mario Luigi ait quand même gardé le droit de se reposer. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce Rétro Game Alp et cette conférence. Merci beaucoup à vous tous. Et pour conclure, car nous avons vraiment eu deux experts en la personne de Théo et de Vincent, preuve que si ça ne vous dérange pas vos âges, messieurs. Moi, j'ai 11 ans. Voilà, 11 ans. Et Vincent? Et moi, 10 ans. Voilà, qui donc à eux deux ont 15 ans de moins que moi, donc c'est dire si la relève est assurée, qui veulent rajouter un dernier petit truc, mais faites brièvement que pour l'enregistrement ne soit pas trop long. Ça, je me serais bien passé de le savoir.
Bon, je voulais juste ajouter que Bowser, même après toutes ces défaites, il continue. Hein. D'accord. Bah, j'ai déjà dit. Voilà, c'est vrai que Bowser est parti et persévérant, mais on va dire qu'à force de se faire botter les fesses, le pauvre un jour, mieux vaut qu'il abandonne pas. Mieux vaut qu'il abandonne pas. Hein. Bah, ouais, Bowser, par contre, lui, il abandonne jamais. Il a même fait croire qu'il avait des faux fils. Bon, c'est ses vrais fils, mais que les Koopa-Link, par exemple, même il voulait tellement battre dans Mario Kart 8, tu les as mis hein, dans Mario Kart 8, ses fils, hein, les Koopa-Link. Hein. Bah, vous voyez, hein, même maintenant, c'est-à-dire exactement 33 ans pratiquement après l'apparition du personnage, eh ben, même des personnages qui en fait n'étaient même pas encore prévus pas dans ce bas monde lorsque Mario est arrivé, je pense, je me trompe pas, hein, ils ont encore de quoi dire. Et avant donc vraiment de conclure là-dessus, en remerciant encore l'auditoire, ben, je tiens aussi à remercier Monsieur Gwen, SGN Nicolas et Monsieur José Recio Blancas Shadow Gallery qui nous ont mis en la possibilité d'enregistrer cette brève petite causerie au nom du Club des Sacs qui est venu exprès sur Grenoble pour le RGA 2014. Donc ben, tous ceux qui restent, ben, messieurs, un petit merci, un petit claquement de main, ce serait gentil. Merci à vous et franchement, Mario Madness, Mario Forever, n'hésitez pas, il est là pour ça. Alors allez-y les enfants, jouez!